C'est Olivier qui conduisait, puis je le guidais sur le GPS. Puis j'étais comme, bon, on arrive dans 5 km. Puis ça, on a croisé plusieurs rues piétonnes où il y avait plein de jeunes qui allaient dans des bars. Puis il y avait de la vie. Là, Oui. c'était Montréal. OK. Ça ressemblait à ça. Puis là, finalement, plus on s'avançait, plus il faisait noir, moins il y avait de vue. Jusqu'à temps qu'on arrive à un hôtel, mais le vieux motel à côté du bar de danseuse, c'est celui-là qu'on a choisi. Mais je tiens à se préciser qu'on l'a pas vraiment choisi parce qu'on l'a choisi sur Booking, on n'avait aucune idée il était où. OK. Bref, c'est là qu'on s'est ramassé, puis là on arrive à l'accueil, puis le gars qui me répondait à l'accueil, moi puis Olivier ensemble, on n'est pas assez gros pour ses bras. Là. Il y a des tatous partout, il y a comme pas un poil sur la tête, il est gigantesque. Cette semaine, à cet épisode de Partout dans le monde, on rencontre Olivier et Philippe qui nous racontent leur road trip à travers l'Amérique. La mythique traversée de l'Amérique. Dans la liste des road trips à faire dans une vie, la traversée de l'Amérique vers la côte ouest revient souvent. Traverser les prairies et les rocheuses pour rejoindre l'océan Pacifique, ça en fait rêver plusieurs. Mes invités au podcast cette semaine ont fait la route vers Seattle et Vancouver pour se rendre à leur destination finale dans la vallée de l'Okanagan. On parle de la route qu'ils ont fait, des villes qu'ils ont visitées et aussi de la raison pour laquelle ils sont partis à la découverte de l'ouest de l'Amérique. Salut les gars! Ça va bien? Salut! Salut, ça va? Je suis avec Philippe et je suis avec Olivier. J'aimerais ça, les gars, que vous vous présentiez d'abord. Vous dites qui vous êtes, d'où vous venez, etc., quel âge vous avez. Ben, moi, je me présente, je m'appelle Olivier Martin. Je suis un onéologue vigneron apprenti. Je viens d'un petit village de la Rive-Sud de Montréal qui s'appelle Calixola-Valley. Et j'ai étudié à Sherbrooke principalement, où est-ce que j'ai connu Philippe. D'accord. Puis t'as quel âge? J'ai 28 ans. T'as 28 ans. Philippe? Moi, c'est Philippe Provençal, j'ai 29 ans. Je viens de Québec et je suis analyste de laboratoire chez Santé Canada. Merci d'être là au podcast Partout dans le monde. On va parler de ce que vous avez fait l'année passée. L'épisode d'aujourd'hui, c'est le road trip à travers l'Amérique. Et vous avez fait le road trip qui a traversé l'Amérique. J'aimerais ça que vous me disiez un petit peu comment ça s'est passé, puis c'était quoi le but de faire ça, quand vous avez décidé de partir vers l'Ouest. C'était quand même été assez drôle. Moi, c'est que j'ai eu l'idée de partir dans l'Ouest pour aller prendre de l'expérience dans un vignoble. J'avais un contact au BC que je me disais que je pouvais peut-être rentrer en contact justement puis voir est-ce que tu aurais de la job pour moi. Moi, je veux vraiment prendre l'expérience et je sais que au Québec, au Canada, en fait, les meilleures régions viticoles, c'est probablement soit l'Ontario ou la Colombie-Britannique, dans la vallée de l'Okanagan. Et j'ai pensé à ça à son party de fiançailles qu'il avait fait dans un chalet et, au mois de novembre 2017. Et c'est ça. Puis par la suite, je me dis, bon, quand est-ce que je pourrais y aller? Et ça a tombé qu'au mois de mai. On s'est dit, OK, bon, ça serait l'idéal pour moi. Je finissais mon cours sur la chimie du vin et le timing serait parfait. Puis le vignoble que tu avais contacté, il était prêt à te recevoir aussitôt que tu étais prêt. Dans le fond, tu pouvais partir quand tu voulais. Oui. En fait, c'est que c'était même pas le même vignoble que j'ai contacté. J'ai juste contacté mon ami, il m'a mis en contact avec quelqu'un d'autre. Puis lui m'avait offert une job, mais c'était une job un peu plus à la chaîne, dans un vignoble juste comme travailleur. Ah, Fait que j'étais comme, ça pourrait être intéressant. Par contre, est-ce que je pourrais trouver autre chose? Et c'est en arrivant sur place, le même contact me dit, mais il y a peut-être ce gars-là qui chercherait quelqu'un à temps plein. Et tu pourrais peut-être même rester sur le vignoble, donc ça pourrait être intéressant. Pour vraiment apprendre la culture et Ouais, tout ce qui est la viticulture et la vinification. Super. Fait que là, au party de fiançailles de Philippe, tu as décidé que vous partiez faire le road trip pour vous en aller en Colombie-Britannique. En fait, moi, j'ai décidé que je voulais partir et par la suite, je me suis dit, hey, faut que je fasse la route, je veux partir en auto parce que je vais avoir le plus de matériel possible et je vais probablement avoir besoin de mon auto là-bas. Oui. Je me dis, ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un pour faire la route avec moi. Oui. Fait que j'ai lancé ça comme ça et par la suite, Philippe s'est joint à l'aventure. Philippe, t'étais game de faire la route, là. Moi, Olivier a posté sur Facebook quelqu'un veut faire Québec, BC. Je suis comme, hey, ça peut faire un beau road trip. Puis ça donnait qu'il me restait une semaine de vacances à prendre à ma job. Fait que j'ai écrit à Oli. Ça fitait avec. C'est quoi j'ai négocié avec ses dates. Là, j'ai repoussé son début là-bas d'une semaine parce que j'ai dit, avec le férié, question de logistique, j'ai dit, pour que ça vaille la peine, je partirais. Si tu pars une semaine plus tard, qu'est-ce que tu as prévu? Moi, j'embarque. OK. En fait, je fais un téléphone. Une heure après, quand tu veux, Phil, on part. OK. Fait que ça, c'était à combien de temps avant de partir que vous avez décidé de la date du départ? Il vous restait combien de temps avant de partir?
peut-être un mois. Ah, c'est pas super. Ça vous laisse le temps de vous organiser puis Ouais. de prévoir les choses, tout ça. Je veux juste un peu avoir une idée. C'est quoi l'itinéraire que vous avez décidé de faire? Là? Tu te dis, OK, là, je m'en vais dans la vallée de l'Okanagan, mais en route, on part de... Vous êtes parti de Montréal ou parti de Québec? Montréal. Vous êtes parti de Montréal et là, vous avez dit, OK, c'est quoi notre itinéraire? Comment ça s'est bâti dans votre tête? On se disait, on avait deux alternatives. C'est soit qu'on passe par le Canada ou on passe par les États-Unis. Ouais. Mais on se disait, bon, mais ça fait longtemps, moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été aux États-Unis. Je me dis que ça pourrait être intéressant et j'avais aussi entendu que la route pour se rendre était beaucoup plus intéressante par les États-Unis que par l'Ouest canadien. Quand tu dis plus intéressante ou différente, c'est qu'est-ce que tu veux dire comme... Au niveau des paysages, au niveau de qu'est-ce qui est possible de voir. Puis je me dis, pourquoi pas? Puis vu que Phil est avec moi, on se disait que ça pourrait être un beau road trip intéressant. OK. Fait qu'on a décidé en même temps qu'on pourrait se faire quelques villes aux États-Unis, qu'on n'avait jamais vu les deux. Parfait. Puis c'était quoi votre itinéraire? Ben, en fait, c'est ça, Olivier, il a dit, hey, on passe par les États-Unis. J'ai dit, ouais, n'importe quand. Puis au début, ben, j'ai dit, hey, on va pousser jusqu'à Seattle, parce que la vallée de l'Okanagan était notre target. Oui. Puis j'ai dit, hey, ben, rendu là, Seattle, Vancouver, on est à quelques heures sur 60 heures de route. Fait que j'ai dit 1 heure de plus ou de moins rendu là. Bof! Fait que, On t'emmenera 1 heure de moins, c'est ça? qu'on a. En fait, notre itinéraire était plus ou moins préparé. On s'est dit, on passe par le sud. On passe par le sud là, vers Toronto pour comme traverser les lignes. Puis après ça, on va longer le nord des États-Unis, si tu veux. OK. Fait que Olivier est arrivé avec une connaissance qui restait à Toronto. Fait on a seté notre première destination à Toronto. Après ça, Chicago pour notre deuxième nuit. Ça, c'est les 2 nuits qu'on avait setées. Après ça, c'était... Toronto, après ça, Chicago. Après ça, on organise au jour le jour. OK, parfait. Fait que dans le fond, vous aviez quelqu'un chez qui coucher à Toronto. Ouais, j'avais un ami. Oui, t'avais un ami, OK. Puis à Chicago, c'était... Auberge Jeunesse, c'est un petit hôtel qu'on a trouvé dans le vieux Chicago. OK. C'était génial. Parfait. Vraiment une super belle ville à retourner. Puis après ça, est-ce que vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire? Y avait-tu une espèce de trajet en particulier? Parce que tu disais qu'il y avait des choses qui t'intéressaient, mais peut-être plus aux États-Unis. Mais on s'était renseigné un peu, puis on avait entendu dire que le parc national des Badlands était super intéressant. On disait, pourquoi pas passer par là? Fait qu'on hésitait entre le Dakota du Nord ou le Dakota du Sud. Et étant donné que les Badlands étaient dans le Dakota du Sud, on s'est dit, bon, ben, let's go, on opte pour les Badlands et le Dakota du Sud. Fait que c'est ce qui a mené, ce qui a pris la décision pour notre voyage. OK, fait que dans le fond, les Badlands, puis après les Badlands, est-ce qu'il y avait une destination, y avait-tu une idée, à part s'en aller dans la direction de Seattle, y avait-tu une direction en particulier? On se dit, on faudrait, tant qu'à côté, on est dans le Dakota du Sud, pourquoi pas aller voir Mont Rushmore? Fait qu'on c'était la prochaine étape, puis par la suite, c'était vraiment juste, on suivait l'autoroute 90. OK. Fait que c'était la route 90 jusqu'à Seattle. Ouais, OK. Moi, je te dirais qu'on regardait sur la carte le plus gros point, puis on fait, hey, ça c'est la plus grosse ville dans l'État, c'est là qu'on dort à soir. OK. On planifiait un peu en fonction de, bon, on va faire, on avait compté, ça nous prenait environ 10 heures de route, 8 à 10 heures de route, non. Par jour. Par jour pour arriver dans un deadline acceptable, vu que lui devait commencer à travailler le lundi. Fait qu'on s'était dit, bon, ben, on regarde la ville qui est à environ 10 heures de route. Ça se fait quand même bien à 2 conducteurs, mais pas plus que ça, pas moins. Mm-hmm. Puis quand il n'y avait rien à faire, ben, des fois, on poussait 2 journées qu'on a fait des 12 heures. Mais c'était dans les champs où j'aurais pu pas conduire, pas tenir le volant. Puis parce que c'était en ligne droite. C'était en ligne droite, puis les routes sont parfaites là-bas. Il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de gel déjà. Okay. Fait que, on discutait, puis ça roulait droit. C'est très droit. C'est super beau. Mais c'est ça. C'est long. Quand tu dis que tu as fait 8 heures, puis tu as le petit doigt sur le volant, puis tu n'as rien eu d'autre à faire que ça, ben c'était ça. C'est l'équivalent de la Saskatchewan pour nous autres ici, dans le sens que c'est une ligne droite dans des champs. Là. Okay. C'est des plaines. Bon. Ça, en gros, c'est votre itinéraire. Comment vous vous êtes préparé au niveau du matériel? Toi, tu devais comme apporter tes bagages, je veux pas. Tu avais comme peut-être une couple de sacs ou de valises. J'ai apporté pas mal de stock. J'étais comme, bon, je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc, je sais pas où est-ce que je vais dormir une fois là-bas. Est-ce que je vais avoir besoin de dormir à l'extérieur? Est-ce que je vais avoir une chambre? J'en avais aucune idée. Je suis parti un peu sur le fly pour me dire, bon, ben, je veux travailler. J'ai une job. Le reste, c'est plus ou moins important. Mm-hmm. Donc, j'ai apporté comme un gros matelas de sol, une grosse tente, genre 2 sleeping bags, beaucoup de linge de travail, beaucoup trop de stock pour rien au final. Okay, oui. Mais j'étais comme, bon, comme je pars un peu à l'aventure, vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce que c'était ta première expérience de travail à l'extérieur du Québec? Est-ce que c'était ta première expérience de partir un peu loin de chez vous pour travailler? Ou, non, quelques années avant, en 2012, en fait, j'étais parti 1 an en Australie. Donc, j'avais travaillé plus de 8 mois à Brisbane, en Australie. Okay. Donc, je connaissais un peu
un peu la dynamique, la game, Ok, de qu'est-ce que c'est c'était. bon. Puis j'ai juste une question comme ça. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais allé en Australie? Tu travaillais... Ouais, ben en fait, ça, c'est super le fun. Je travaillais pour taxback.com, qui est une compagnie de retour d'impôts pour les backpackers. Donc, j'étais le représentant pour la ville de Brisbane. OK, mon Dieu, je savais pas que ça existait, ce genre d'affaires-là. Ouais, c'est une compagnie écossaise ou irlandaise qui maintenant est rendue worldwide et qui s'occupe vraiment des retours d'impôts, donc qui ont comme un formulaire simplifié. Fait que je me promenais de backpacker en backpacker juste pour aller faire distribuer du matériel, faire un peu de publicité, organiser genre des loteries pour faire tirer des bar tables, des trucs comme ça, des soirées de beer pong, des trucs comme ça. Ah, mon C'était Dieu, OK. Ouais. un job bien plate pour un gars de 22 ans. Ouais, ça doit. Hein. Tu dois rencontrer du monde bien plate aussi. Ouais, c'est ça. Ça devait être bien endormant tes soirées. Ouais. Je me souviens, il était là-bas, puis j'ai écrit dans les premières journées, j'ai dit, puis t'as trouvé un job? Il dit, bah ouais, j'étais assis à l'aéroport ou j'étais sur un café sur Internet, puis un gars qui dit, hey, moi, j'ai ce job-là, mais je m'en vais, fait que le poste est libre, veux-tu la job? C'est à peu près ça. Ouais, c'est comme ça Il t'a juste regardé puis t'a dit lui il va faire la job. En fait, c'est qu'il parlait à un Italien qui était comme il cherche un job, il dit ouais, ben moi je m'en vais, fait qu'il mon poste va être disponible. Fait que là, moi je suis justement en train de chercher des jobs, là que j'entends ça, puis le gars c'est un Belge, fait que là je fais comme genre je parle en anglais, mais jusqu'à là vous voyez qu'il y a un accent francophone, fait qu'on commence à parler en français. Ouais. Fait que là, il fait genre ben oui, ben garde, si ça t'intéresse, ben donne-moi ton CV, puis on se rappelait. Fait que finalement il y a eu l'entrevue moi et l'Italien, et comme je parlais français et anglais, ben j'ai eu le edge. Puis, ben oui. Il doit y avoir quand même quelques énormément de français. Ouais, c'est ça, j'en doute même pas. En Australie. Belle petite anecdote. Bon, fait que là, toi, t'avais ton matériel. Toi, tu partais, dans le fond, l'idée, c'est que toi, tu l'accompagnais là-bas. Yep, puis je revenais en avion. Tu revenais quand tu étais rendu à Vancouver, c'est ça? À Kelowna. À Kelowna? Je reprenais l'avion de Kelowna. J'avais pris mon billet d'avion le 21, donc 10 jours après notre départ, pour rentrer au pays. OK. Ben, le pays, en fait. À province. L'autre bout du pays, ouais. Revenir chez moi, ouais. Ouais. Ça venait mélangeant, les pays. T'es reparti de Kelowna? Oui, c'est Ouais, ça. l'aéroport de Kelowna, c'est un bon aéroport, il y a pas mal. Ben, j'ai fait Kelowna, Vancouver, Montréal. OK. Il n'y a pas de vol direct de Kelowna. Non, c'est ça, je me disais, parce que j'étais allé à Kelowna, puis je me souviens pas qu'il y a eu d'avoir vu un aéroport, mais... En fait, Il y en a même une à Penticton. Il y a 2 aéroports collés. Ah, ouais. OK, mon Dieu. Je ne vais pas passer à côté. C'est pour ça que j'ai pas remarqué, là, c'est ça. Fait que dans le fond, toi, tu partais pour une semaine et quelques jours. Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. J'ai écrit à Oli, j'ai dit, ben, il reste quoi comme place dans ta voiture? Il dit, ben, je vais finir de pacter, puis je te le dis. Finalement, j'ai pris le strict minimum, là, un carry-on, je sais quoi, pour revenir. Oh, c'est ça. On a dealé avec la moitié du stock qu'on n'a pas utilisé dans sa valise. Là. Ouais. De toute façon, c'était pas un voyage de luxe, là. Non, vraiment pas. On était comme, on y va vraiment sur le fly. Mais finalement, c'était quand même un peu de luxe parce que pour l'accommodement, justement, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dormir dans des tentes ou quoi que ce soit sur la route? Finalement, on était hors saison. Les hôtels étaient vraiment pas chers. Faut qu'on s'en tirait généralement genre 50$ pour la nuit, fait comme 25$ chaque. On dormait dans une chambre d'hôtel. C'est pas cher. Non, ça a des 3 étoiles. Donc, ah bon, OK. Ben, puis ça, c'est au mois de mai, puis c'était pas en saison. Oui, c'est hors saison. Ah, surtout, d'Dakota du Sud, il n'y a pas beaucoup de monde qui va visiter là-bas. C'est pas une destination prisée, vraiment, mettons, des baby boomers ou... Pas vraiment. La jeune crowd québécoise. Là. On avait tout le matériel de camping, puis à chaque fois, on regardait le prix d'un espace de camping. Puis pour 2 personnes, ça revenait aussi cher que l'hôtel. J'étais comme, ben, pourquoi se priver d'eau chaude, puis d'un peu de confort. On avait ce qu'il fallait, puis c'était le but. J'ai dit, au pire, une nuit ou 2 dans l'auto. Pour simplifier les coûts du voyage, puis finalement, on n'a même pas eu besoin. Là. On était sur booking.com. On arrêtait notre routine, c'était on part, on arrête à telle ville, sur l'heure du dîner, on arrête au McDo, on arrête une place que le Wi-Fi, trouve le booking, book la nuit, puis on recommence le lendemain. En fond, tu disais que tu regardais le plus gros point sur la carte pour voir s'il y avait une ville, puis tout ça, vous regardez dans cette ville-là, y a une place là, c'est pas cher, on prend ça. On tapait booking, puis on a trouvé notre place à coucher la veille. Le but, c'est juste de ne pas être stressé, puis de se dire, bon, ben OK, on sait pas exactement où est-ce qu'on dort, mais... peu importe, on va trouver quelque chose. Et on sait qu'on n'est pas justement dans une place, dans le wilderness ou quoi que ce soit. On va toujours pouvoir trouver quelque chose. Okay. Donc, ça, c'est un peu comment vous êtes organisé, tout ça. Mais si on parle comme tel de ce que vous avez fait quand vous êtes parti, là, vous êtes parti de Montréal, vous êtes en allé, la première journée, c'est à Toronto. Fait qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? C'est ça, j'ai rencontré mon ami Yannick, en fait, que c'est un ami de longue date qui travaille à Toronto. Fait que je suis rentré en contact avec lui. Je disais, est-ce que ça te dérangerait de nous héberger et ça t'intéresse, on pourrait faire un tour de la ville un peu. Fait qu'on est arrivé pas tellement tard, en fin d'après-midi à Toronto. Puis après ça, on a juste fait le tour de la ville un peu avec lui. On est allé bien manger au restaurant thaï, je me souviens bien. Ouais. Puis par la suite, on est allé dans quelques bars, des bars
de draft, de bière. En fait. Je pensais que t'allais dire des bars de drague. Non. Ah, ça aurait été. Oh my god. Ah ouais, on sent à Toronto! C'est un petit punch de même. Ouais. Non, c'est ça. Il était dans le Financial District, je pense, ton ami. C'est là que. Ouais, dans le gros quartier de Toronto. Fait Puis, qu'on on a fait le tour des bars, on était une place. J'ai oublié le nom, mais je sais pas combien de fûts, 150, 200 fûts. ouais, quelque chose comme ça. De microbrasseries. Là. Ouais, ben ils servent des microbrasseries de partout. De microbrasseries de l'Ontario ou d'un peu partout aussi au Canada? Un peu partout. Il y avait- Principalement l'Ontario, mais un peu partout. Ah, cool. C'est vraiment le fun, ça. Puis... Ça a comme été la première soirée, mais la plus dure. En fait. Ah, la plus... En OK. fait, party, ben c'est parce que lui, hey, je connais une place, les gars. Ok, bon, on a pris une bière. Hey, je vais vous montrer une autre place, les gars. Puis nous, Fait que c'était la tournée des bars. On a commencé C'était à le 4 samedi pour heures. lui, donc, C'est ça. Ah oui, OK. On a commencé à 4 heures, puis ben ça a fini. Pas trop si tard que ça, mais on a fait une coupe de tournées. Hein. Fait que une soirée seulement. Le lendemain, vous repartiez. Ouais. Puis là, après ça, c'était à Chicago. Oui, on voulait se rendre à Chicago parce qu'on avait, en fait, le but qu'on avait, c'est qu'il fallait en 9 jours se rendre à Penticton. Fait qu'on disait, bon, il faut au moins faire un certain nombre de kilomètres par jour pour être certain d'arriver à temps en faisant tous les checkpoints qu'on voulait faire, qui étaient principalement Toronto, Chicago, Seattle, Vancouver. OK. Les Badlands. Puis les Badlands sur le chemin. tu vois. Oui, exactement. Donc, on s'est rendu à Chicago, puis la route pour Chicago, c'était super bien, super beau. Puis Chicago, c'est une super belle ville. Sérieusement, on a vraiment trippé où est-ce qu'on était. On a super bien mangé. On était dans des jazz bars pour la soirée. Puis c'est vraiment... Si moi, j'avais une place à retourner, ça serait Chicago. Ah oui, OK. Fait que vous avez... Toi, c'était la première fois aussi, Philippe? Ouais, c'est la première fois que j'allais à Chicago, puis c'est pareil, coup de cœur. Là. Je tombe en amour avec cette ville-là. Ils ont aménagé leur accès au Grand Lac, au lac Michigan, de façon comme merveilleuse. Là. Il y a du sable, la place des tracks pour faire du jogging. Puis de l'autre côté, c'est un peu comme Manhattan. C'est des grandes tours, c'est le centre-ville. Fait que tu sais, t'as les deux paysages, mais c'est... Moi, je trouvais ça merveilleux. Êtes-vous allé à la Bean? Oui, on l'a vu. Hey, j'ai dit à Ali, il faudrait qu'on la voie. Fait qu'on est en partant le lendemain matin, on s'est promené en voiture. Puis, mais là, il y avait un orage, puis il mouillait. Fait que j'ai fait... Ali a fait comme, hey, regarde, Phil est là. Je fais, hey, ouais, je l'ai vu. Check. OK, on part. C'est juste pour dire que vous l'avez pas. Vous l'avez Ouais, parce que la devant. température était vraiment pas belle. Donc, OK. c'est super nuageux et il pleuvait. Donc, Ouais, bon. OK. Bon, écoute, mais au moins... Ben, On tu y retourneras. On l'a vu. La checklist est faite. Ouais, bon, c'est parfait. Puis des choses en particulier, des recommandations de bars que vous avez faites, des places de jazz. Je me souviens plus du nom du bar qu'on avait fait, mais c'était super jovial. C'était de toutes les générations qui étaient là en même temps dans le bar. Il y avait 2 salles, en fait, là, qui switchaient d'artiste en artiste. Donc, ça a été vraiment genre une belle soirée, super animée et tout. Donc, Puis est-ce que c'est dans un quartier en particulier ou, je veux dire, tu peux rentrer dans n'importe quel bar de jazz, puis... je dirais que oui. On était ouais? dans le vieux Chicago, donc c'était Ouais, j'ai fouillé le nom du quartier, mais ça m'échappe maintenant. Mais ce qui était le fun, en fait, c'est que c'est l'auberge qui nous a référé. Parce qu'eux, à chaque soir, organisaient une activité. Les auberges de jeunesse, ouais, ils font ça. Il y avait un grand calendrier, puis ils disaient, bon, ben ce dimanche-là, jazz bar. Fait qu'on est allé à l'accueil, puis ils nous ont dit, oui, on vous donne des accès gratuits. Mais c'était quand même vraiment intéressant parce que ça coûtait quoi, 15$ américains ou 20$ américains par personne, puis nous, on l'avait gratuit. Ils nous donnaient 2 passes d'entrée, puis je pense que c'est un partenariat qu'ils ont avec le bar pour comme attirer les gens. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on a trouvé cette place-là, mais ça a été comme... Dans le fond, c'est le prix du cover pour rentrer. C'est ça, ouais. Ils donnaient une passe de cover d'entrée gratuite, fait qu'on les a aussi pointés là-bas, puis on a pris un verre, puis là, c'est là qu'il y avait ça. Il y avait des 2 salles, des bands alternaient, puis il y avait un genre de freestyle entre 2 Américains là, noirs qui jouaient de la guitare, puis qui charmaient la foule quand on est arrivé là, avec du jazz. Là, c'était assez merveilleux. Là. C'est comme un rap battle, mais de musique. De jazz. De là, jazz. Avec comme groovy, puis c'était ça. Ah, wow, cool, super. Le lendemain de Chicago, là, vous continuez votre route vers les Badlands, mais est-ce que ça prenait combien de temps pour vous rendre là, à peu près? On a eu un autre arrêt, en fait. Chicago, c'était Sioux Falls qu'on a arrêté avant de se rendre pour les Badlands, parce que c'était, je pense, un 10 heures de route qu'on avait fait de Chicago à Sioux Falls. Et Sioux Falls, c'est la capitale du Dakota du Sud. On ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait, mais finalement, on s'est renseigné. Puis c'est la capitale, c'est genre 150 000 habitants. C'est minuscule. Oh mon Dieu, OK. Et dans le fond, c'est pas un État qui est très populeux ou... Il n'y a rien. Ah oui. Rien. Puis c'est là qu'il y a des champs ou c'est... Oui, beaucoup de champs, beaucoup d'agriculture. OK. Puis, dans le fond, les Badlands, ça se trouve être dans le Dakota du Sud? Oui, c'est vers, dans le fond, quand on s'en va vers l'ouest, c'est passé Sioux Falls après à peu près 3-4 heures de Sioux Falls qu'on se rend au Badlands. Ça, c'est vraiment un super de beau parc. C'est un gros parc national qui descend qui descend très, très bas. OK. C'est un peu comme le Grand Canyon, des gros aspects rocheux avec plein de strates. Avec au niveau des couleurs, de tout ce qu'on peut voir, c'est assez impressionnant.
Donc, vous êtes arrêté à Sioux Falls avant d'arriver dans les Badlands. Encore là, vous êtes trouvé un hôtel, un gîte sur Booking. C'était Super 8, puis là, c'était super drôle parce qu'on arrive... Un Super 8. Ouais, OK. Super 8. Classique, là. C'était vraiment, c'est ça, 50$, je pense, pour la nuit. Fait qu'on a dit, OK, fait qu'on arrive là-bas, puis là, on parle, puis là, la fille nous demande nos permis de conduire, blablabla. Puis elle fait genre, Québec, you're the first one. Ah On oui? était les premiers Québécois qu'elle a rencontrés dans sa vie, donc ça a été... Parce que assez souvent, correct. c'est ça, les gens ils font des road trips aux États-Unis, puis mettons, ils vont descendre vers la Californie ou le Nevada ou l'Arizona, des trucs comme ça pour aller voir puis ils passent par le Colorado. C'est rare que l'arc se fait pour longer la frontière canadienne pour retourner vers Seattle. C'est quand même assez rare parce que les gens ils vont prendre un avion, s'en aller à Vancouver, ils vont traverser à Seattle, ils vont descendre peut-être la route jusqu'à Los Angeles, la route 1. Puis, mais Ils vont faire la côte ouest, en fait. ils vont faire la côte ouest, exactement. Ils feront pas le nord des États-Unis. Non, c'est ça. Là, rendu aux Badlands, comment ça s'est passé? Ah, ça s'est super bien passé, en fait. C'est qu'il y a une grosse partie qui se fait en voiture, puis par la suite, tu peux arrêter à quelques endroits puis faire des treks. OK. C'est des petits treks d'environ... Il y en a que c'est 15 minutes, il y en a que ça peut aller jusqu'à 1h30. Fait que ça se fait quand même bien. Il faisait assez chaud cette journée-là, fait qu'on en a fait quelques-unes, mais Ouais, pas... On s'est improvisé des chapeaux avec des t-shirts, des affaires de même. Ouais, j'ai vu la photo sur Facebook. Yes. ma blonde m'en parle encore. Ah oui? Attends, elle n'a pas aimé ça? Ou surtout que moi, je la garde en photo de profil. Fait que c'est j'y vrai, rappelle c'est ta photo de c'est ma profil, photo de c'est profil, vrai. fait que j'ai fait des petits souvenirs à chaque fois. Ah, OK, ouais. Non, elle n'est pas fière de cette... Moi, j'étais super bien. Un t-shirt blanc passé sur ma tête, ça attire pas le soleil. C'est pas un défilé de J'étais mode de super- toute façon, là. Vous étiez dans un parc, là. On a eu juste du plaisir, nous autres. OK, c'est bon. Puis, mais vous avez fait des treks? Juste Oui, un- des petits treks juste pour monter, voir un peu le paysage et tout. Des points de vue. Des points de puis- vue, exactement. C'est rien de super extravagant. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fond, il y a 2 parcs, un à côté de l'autre, et on pouvait ressortir des Badlands. Mais nous, on a décidé de continuer un peu plus loin parce qu'il y avait comme c'était un parc national avec des bisons. Fait qu'on se disait, pourquoi pas aller voir ça, on va peut-être être chanceux. Finalement, on fait, je pense, une demi-heure de route, on voit absolument rien. On est comme, shit, on les a peut-être manqué. Finalement, on en voit un au long, on fait genre, il y a un bison. Puis on continue un peu plus loin. Finalement, il y en a un à peu près à 25 pieds sur le bord de la route. Malade, des bisons! Ah! Fait que là, on prend des photos. Puis, il était-tu lousse? Dans le sens que. En fait, c'est une réserve naturelle pour eux. Ah, Puis il y OK. a un chemin de... tu sais, quand tu arrives à la sortie des Badlands... Parce qu'en fait, les Badlands sont entre Sioux Falls puis Rapid City. Tu la 90. Puis tu dois quitter la 90 pour longer une route parallèle qui passe dans les Badlands. OK. Puis à la fin, à la sortie, tu as le choix d'aller prendre une route de terre qui est moins bien entretenue, mais qui te disent, si vous voulez voir des bisons, ben passez par là. OK. Mais eux sont dans la nature. Là. C'est leur territoire, là. C'est nous qui Être qui a les pas intrus. qui a pas Ouais, d'affaire. Là. Fait que Olivier arrêtait pas de me répéter. Ben, hey, je serais vraiment déçu de pas voir un bison. C'est comme au Québec, on voit pas ça. Puis je verrais pas ça souvent dans ma vie. J'étais comme, il faudrait qu'on y aille. Fait que on commence à rouler comme il dit. Puis là, on en voit un au loin. On sort le téléphone, on essaie de zoomer pour voir ça. Là, on fait comme, OK, on en a vu un. On fait 100 mètres. Il y en a un sur la route, en plein milieu de la route. Il a fallu passer à 5 km/h pour pas y passer dessus, genre tout à coup. Il se tassait pas, là. Ah, lui était là, puis il n'y avait pas de C'est problème. chez nous, ici. OK. Ouais. Puis après ça, un petit peu plus loin, il y avait comme un point de vue aussi. Puis là, il y en avait 3. Fait qu'on se disait, OK, qui était là? Fait qu'on se dirige entre, genre justement dans le point de vue, parce que c'est comme une loupe pour l'auto. Fait que là, on sait, puis là, on est vraiment, il y a 3 bisons autour de nous. On est à moins de 10 pieds. Là. Fait que là, on capote, on ouvre la fenêtre, on prend des photos, filez là. Il essaie de prendre un selfie avec la. Ouais, j'ai des selfies avec un bison qui était à peut-être à 8 mètres de la voiture. Mais c'est que là, on en vient une des anecdotes qu'on voulait te conter, c'est parce que là, on fait toutes nos photos. Même moi, je fais, je vais prendre une photo debout. Fait que là, j'ouvre la porte de la voiture, je fais ma selfie, je rentre dans la voiture tout doucement. Là, il bouge sa tête, je suis comme, OK, bon, on s'en va. Puis là, on arrive le soir à Rapid City. Puis là, je commence à lire les dépliants sur les Badlands qu'on avait reçus à la gate d'accueil. Puis en gros, sur le dépliant, c'est écrit « Veuillez ne pas approcher les bisons à plus de 150 mètres. » Possibilité qu'ils vous chargent. Et j'ai comme « Ouais, c'est un peu logique. » Mais quand vous les avez vus, êtes-vous sorti de la voiture? Ben, juste une fois pour prendre une photo. Là. OK. Ben, j'ai juste mis les pieds dehors de la porte. OK. Moi, c'est vrai qu'il aurait pu te charger quand même. Ben, disons que je fixais beaucoup son comportement, puis tu sais, comme souvent, il y a des animaux ont ces réflexes-là, ils vont taper du pied, tu sais, il va nous faire sentir qu'on n'a pas notre Il va place, souffler là. du museau. C'est comme un taureau, dans le fond. Je surveillais, puis il était nonchalant. J'ai dit qu'il n'a pas réagi. S'il avait réagi, je te dirais qu'on aurait embarqué dans la voiture. Là. C'est assez impressionnant. C'est assez gros. Là, un bison. Ouais, j'en doute pas. C'est vraiment plus gros qu'une vache, là. S'il décide de te charger... Ouais, non, t'as pas même de chance, ouais, effectivement. Fait que donc vous deviez pas approcher les bisons, c'est ça?
Ben, selon le pamphlet, il fallait être plus loin que ce qu'on était nous, mais bon, on l'a vu après. Ouais, mais ça, c'est comme les belugas dans le fjord du Saguenay, puis des fois que tu t'es pas supposé les approcher, puis boum, ils sont à côté de toi, puis les tortues, quand tu vas te baigner dans le... Tu sais, t'es pas supposé approcher les tortues, puis des fois les tortues sont comme... t'es encerclé. On n'a pas fait de off-road. Là. On est Non, resté non, sur non, la non. route, puis il était proche de la route. Donc, de Bon, toute oui. façon, on n'avait pas le choix de passer par là. Ouais. Bah, regarde. Vous avez rien fait de mal, là. Il y a C'était- sûr qu'il y a du monde qui font bien pire que ça. C'était là. juste drôle de voir l'avertissement qu'une fois qu'on était rendu à l'hôtel le soir. Puis j'étais comme, ouais. Mais ils vous l'ont pas dit quand vous êtes arrivé à la gate du parc, là. Non, ils nous ont dit, si vous voulez en voir, elle est là. Ah, OK. Ouais, Ah, c'est bon, ça. ben. Mais tu sais, c'était la première plage du dépliant qu'elle m'a donné, là, madame. Là. Ok. Mais ça. Vous l'aviez pas lu en faisant la route. Ouais, c'est pas grave. T'as-tu déjà lu les dépliants quand tu rentres dans un parc, toi? Je l'ai lu souvent après, oui. C'est ça. C'est souvent ça qui arrive, en fait. C'était la lecture de chevet le soir. Là. OK. Là, vous êtes rendu à, tu disais, à Rapid City? C'était la ville Oui, après... c'est la ville qui est collée sur la sortie des Badlands. Ben, en fait, c'est la ville qui est aussi à côté du Mont Rushmore. Puis c'est... si tu pourrais me parler du Mont Rushmore, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il y a au Mont Rushmore? Le running gag, c'est beaucoup plus petit que ça paraît. Parce que la référence, c'est les Simpsons. Là. Comme, je sais pas si les épisodes. Ah non, mais- celui-là, je l'ai pas vu. mais souvent, mais non, mais ça a l'air gros, mais c'est petit, mais c'est vraiment impressionnant parce que c'est sculpté en même la montagne. Pour ceux qui sont pas au courant, Mont Rushmore, c'est les faces des présidents dans la roche. Là. Oui, oui. Ça va être pas le Les rectangle, fondateurs, c'est il y a le genre Président Washington. américain, ouais. Ouais, les premiers présidents américains, ouais. C'est ça. Puis c'est ça, comme les représentations qu'on s'en fait souvent dans les. C'est comme c'est plus gros. C'est quand même petit par rapport à l'image que j'avais en tête. Fait que mais le Mont Rushmore, c'est pas comme le Mont Royal, dans le fond? C'est plus petit que ça? Ou c'est plus un pic en fait. Ok. Puis c'est fait sur un flanc, fait que c'est juste sur un côté. Ça doit. En fait, grosseur, j'ai de la misère à comparer ça. Ah, c'est difficile à dire. Par contre, c'est quand même impressionnant. Tu sais, c'est quand même C'est super très beau. beau. Là. Ouais. Ils ont bien fait ça, Ils là, ont fait mais... un beau monument. Il y a beaucoup de monde qui vient voir ça. Tu sais, il y a des spectacles de lumière et tout. Mais, Pas plus que ça. non, c'est ça. C'est C'est un beau tour de 15 minutes que tu fais à peu près. Puis, non, c'est 15 minutes, une demi-heure, mais ça coûte 10$ pour rentrer. Ah ouais, c'est ça, c'est pour te demander. Il faut quand même que tu payes pour voir ça, là. Ouais, ben, c'est États-Unis, là. T'as rien de Ouais. gratuit. là. Non, effectivement. Les Badlands, c'est juste aussi une autre question comme ça. Quand vous êtes rentré dans les Badlands, est-ce qu'il y avait un frais d'accès ou... Ouais, Ça, ben, c'était pas si mal. Je pense que c'était $12 puis ça donne l'accès pour l'année. C'est comme pour le parc. c'est un peu comme le parc de Banff. Tu arrives, puis en fait, payer une journée, c'est équivalent de payer pour l'année. Fait que comme. T'as la carte pour l'année, là. On a payé une fois, puis on pouvait revenir, là, je pense, une semaine ou un an. Là. Je suis peut-être prêt à le payer parce que, veux pas, il y a des aménagements qui sont faits, puis le parc est très bien entretenu pour les sentiers, puis il y avait des marches, puis, tu sais, je veux dire, ils s'occupent de rendre la visite des Badlands agréable. Fait que, Oui. tu sais, Mais de toute façon, t'es rendu là. Oui. Aussi bien. tu sais, je veux dire, c'était pas le coup qui nous allait pencher d'y aller. Là. Ça aurait été plus cher, on serait allé pareil. là. Ouais. Fait que là, vous êtes rendu au Mont Rushmore. Par la suite, on s'est dit, bon, c'est le temps de faire un peu plus de route parce que, dans le fond, cette journée-là, ça n'a pas été on n'avait pas fait beaucoup de route. C'était assez rapproché les deux. Oui, parce que vous avez passé du temps dans les Badlands. Exactement, à faire un peu de sightseeing, de visiter un peu. Donc, par la suite, c'est un peu plus de route pour se rendre à Seattle. Fait qu'on a fait quelques villes. On a fait Rapid City. Après ça, c'était Missoula. Puis par la suite de Missoula, on s'est rendu à Seattle. OK. On a juste coupé en fait notre trip en deux parce qu'on avait trop pour faire une journée entre Rapid City et Seattle. Fait qu'on a dit on va trouver une ville à mi-chemin entre les deux. Puis ça a été Trop de route, hein, dans le fond. Ça, Ouais, ça ben, faisait trop long, là. Ça aurait été comme à 16h ou Ah, non, ça. ouais. Fait qu'on a fait garde, on va arrêter à Missoula parce que côté timing, on était correct. C'est là qu'on a eu le premier choix qu'on a eu à faire parce qu'elle a fait le parc de Yellowknife qu'on voulait voir. Ouais. Puis finalement, ben le détour qu'il fallait faire pour rentrer dans le parc puis faire toute la route parce que c'est dans les montagnes puis c'est assez compliqué d'accès. C'est un gros détour. Pour notre itinéraire, ça compliquait comme on sacrifiait une journée. Puis là, Ok. ben, on commençait à accélérer un peu avec le temps, fait qu'on a fait garde, on verra pas les chasseurs. Puis Ouais. ça va être ben, ça. Finalement, on s'est fait confirmer par, je sais pas, je pense que c'est rendu à Vancouver ou je sais pas qui on a parlé, mais il nous a dit vous auriez passé votre journée en voiture dans le trafic parce que ça a l'air que c'est comme les ponts de Montréal à l'heure de pointe là-bas. Parce qu'il y a une rue, Ah, il y a oui. une voie, puis tout le monde c'est bourré de touristes. Fait qu'il dit, pas vrai, c'est. Même si vous étiez pas nécessairement en saison, il y aurait quand même eu pas mal de À monde. Rapid City, il y avait du monde quand même. Ouais, Vu que c'était plus. Vu qu'il y a le Mont Rushmore, puis c'est une ville qui est un peu touristique, OK. il y avait quand même plus de monde. Fait que tu sais, je dirais. Plus qu'à ou faire. Ouais. Parce qu'on arrivait dans l'ouest. Donc là, dans l'ouest, les températures sont un peu plus clémentes, c'est un Oui. petit peu plus humide, mais plus chaud. Donc, Et plus de touristes, plus de touristes à l'année, oui. définitivement. Et ça paraît aussi, excuse, mais c'est super beau. Tu sais, la route, le rendu là, une fois qu'on a passé le Dakota du Sud, on tombait dans le Montana puis le Wyoming. Là.
la route, c'était hallucinant. Oui. Êtes-vous passé proche de d'autres parcs, à part, mettons, vous n'avez pas fait Yellowstone, là, mais parce qu'il y a les parcs... Il y en a quelques-uns, je me souviens plus des noms, là, mais comme justement, on était au cœur des parcs. C'est l'équivalent de entre Calgary et Vancouver. Là. Ouais, les parcs des Rocheuses canadiennes. La parc des Rocheuses canadiennes, là, au niveau des États-Unis, mais t'as l'équivalent. Là. Il y a moins de dénivelé, les montagnes sont moins hautes, mais on est en plein cœur de la forêt, il y a des lacs, c'est super beau. C'est là qu'on a arrêté de dîner sur le bord d'un lac, il y avait des bateaux, puis c'est super beau. Là. OK. Fait que c'est vraiment un beau spot à aller visiter. C'est ça, puis dans le fond, les gens de la côte ouest, c'est pas trop loin pour eux. Fait que quand je te dis qu'il y a plus de touristes, c'est parce qu'il peut y avoir des gens de Seattle, puis de toutes les villes côtières. Les grandes villes côtières de l'ouest qui peuvent venir comme même jusqu'à Rapid City, puis ça reste raisonnable comme voyage pour eux. Oui. Fait que donc, mais sans que vous vous soyez arrêté dans ces parcs-là, vous avez quand même vu les paysages, tout ça, fait que ça valait vraiment la peine. Là. Oh oui, définitivement. Ça a vraiment fait une grosse partie du voyage. C'est vraiment les points qui ont été marquants pour nous autres, c'était probablement Chicago. Par la suite, c'est la route entre Rapid City pour se rendre à Seattle. La vue qu'on avait, tout ça, ça valait vraiment la peine, là, définitivement. OK. Puis, pas d'arrêt ensuite de ça, vous avez continué jusqu'à Seattle? Ouais, de Missoula à Seattle, c'était comme un 7 heures. Fait que petit arrêt une fois de temps en temps pour gazer et tout. Mais sinon, rien de visite en particulier. Fait que là, vous êtes arrivé à Seattle. Il y a peut-être l'hôtel de Missoula le soir qui est digne de mention. Là. Ah ouais? Parce que c'est elle qu'on a payé le plus cher. OK. Je pense. Ouais. Je pense que oui. Puis on arrive là, Ça, c'est dans le fond, Missoula, c'est la ville qui était le dernier arrêt avant Seattle. Avant Seattle, ouais. Puis c'est une ville qui a une grosse université. On a découvert ça après. Fait que, tu sais, il y a une grosse université, fait qu'il y a beaucoup d'étudiants. C'est vraiment un beau coin, en plus, Missoula. En fait, une belle ville. C'est dans la montagne. C'est super bien éclairé. On avait l'impression qu'il y avait plein d'étudiants. Il y avait comme plein de parties autour. Le soir ou... Le soir, ouais. On est arrivé le soir, puis c'était super vivant. En fait, pour rentrer dans la ville, on était comme, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Ouais. Puis, mais finalement, où est-ce qu'on se rendait par la suite? Ouais, ça... L'hôtel, il était pas dans ce coin-là. Ouais, c'est parce qu'on a traversé la ville au complet, puis là, c'est Olivier qui conduisait, puis je le guidais sur le GPS, puis j'étais comme, bon, on arrive dans 5 km. Puis on a croisé plusieurs rues piétonnes, où il y avait plein de jeunes qui allaient dans des bars, puis il y avait de la vie, là. C'était Montréal. Okay. Ça ressemblait à ça. Puis là, finalement, plus on s'avançait, plus il faisait noir, moins il y avait de vue, jusqu'à temps qu'on arrive à un hôtel, mais le vieux motel à côté du bar de danseuse, c'est celui-là qu'on a choisi. Mais... Je tiens à se préciser qu'on l'a pas vraiment choisi parce qu'on l'a choisi sur Booking, on n'avait aucune idée était où. Okay. Bref, c'est là qu'on s'est ramassé, puis là on arrive à l'accueil, puis le gars qui me répond à l'accueil, moi puis Olivier ensemble, on n'est pas assez gros pour ses bras. Là. Il y a des tatous partout, il y a comme pas un poil sur la tête, il est gigantesque, il y a une moto sur le coin de la rue, sur le coin du building. Je sais pas ce qu'il faisait après son chiffre là, mais ça n'allait pas cueillir des cerises? Peut-être qu'il allait faire un petit tour au bar de danseuse après. Ah ouais, probablement, oui. Fait qu'on a dormi au hôtel, puis j'ai dit à Olivier, waouh, quel motel. À côté du bar de danseuse. Ça se peut que la nuit soit mouvementée un peu, là. Et puis, non? Plutôt tranquille. Non, ça a été très tranquille. OK. Ouais. Mais êtes-vous sorti dans la ville où est-ce que ça brassait? Ben, pas que ça brassait, mais où est-ce qu'il y avait un peu plus d'action que les jeunes, tout ça, puis il y avait des activités? Non, on était assez claqués. On a fait une grosse journée de route. Fait qu'on était rendu, on était content d'être arrivé, tout ça. Fait qu'on a fait genre, bon, on a encore une autre bonne journée pour le lendemain. On fera pas exprès. OK. Fait que vous avez pas insisté sur le... sur les danseuses. Non, mais sans nécessairement aller aux danseuses, mais... Okay. Non, on a été... Je te dis que Toronto a été le pire, la plus grosse soirée avant d'arriver à Vancouver, parce qu'après ça, c'était des 8 à 10 heures de route. Fait que, ouais. Je veux dire, puis on allait là vraiment pour visiter, voir les paysages et tout. On cherchait pas à faire on n'a pas cherché à faire la partie dans les villes qu'on a visitées. Là. OK. Parce que malgré tout, ça a été, c'est ça, pas loin de 6000 km en 60 quelques heures de route en 9 jours. Là, donc, oui, tu avais la statistique, tu l'as sorti, tu disais combien de kilomètres que ça vous a fait? Au moment où Olivier m'a déposé à l'aéroport de Kelowna, on a arrêté le compteur parce qu'on était curieux de savoir. On avait fait 5735,7 km. 5735,7. Le point 7 est important. Rendu là, en 67 heures et 9 minutes. Okay. On a traversé 2 pays, 3 provinces puis 9 États. Okay. Ça a été le bilan de notre voyage. 67 heures, donc, qui représente 67 heures de route là, que vous avez roulé. Qu'on était dans la voiture. Dans la voiture. Oui. Okay. Parce que c'est le compteur de la voiture qu'on a mis à zéro. Autant pour les kilomètres que la durée du trajet. Ah, il indique la durée, c'est le fun, ça? On a reset ça au début, puis on a dit let's go. C'est bon. Après, Seattle... Seattle, ça a été assez court. On s'est demandé si on allait rester ou pas, mais moi, j'avais une amie aussi à Vancouver. Fait que je me disais, peut-être qu'on pourra pas rentrer en contact avec elle, faire de quoi dans la soirée. Fait qu'on
hésitait, est-ce qu'on reste une journée de plus à Seattle parce qu'il y avait une game de baseball. Bon, on s'est tenté d'aller voir, aux États-Unis, aller voir une petite game de baseball, mais finalement, non, on a fait une bonne bouffe cajun. Ouais, de crawfish. À Seattle. Puis on a Attends un peu, le crawfish. Ouais, ça c'est un plus. Généralement, ça vient de la Louisiane. Là. C'est vraiment plus dans le sud des États-Unis. Mais là, il y en avait un peu partout. Fait que je me disais, hey, je suis aux États-Unis, il faut que j'essaye ça, des crawfish. Il n'y en a pas beaucoup, c'est des écrevisses. Ah, ok. Qu'on cuisine pas beaucoup. Ouais, c'est pas mais c'est très populaire en Louisiane. Oui, effectivement. Ouais. Avec des épices cajun ou viettes. Les restaurants louisianais, il y en a souvent des écrevisses. Seattle, ça a été super impressionnant comme ville aussi. C'était vraiment beau. Mais par contre, moi, ce qui m'a vraiment frappé quand on est rentré, c'est que tu rentres vraiment dans deux mondes. Tu es vraiment sur le bord des falaises, des montagnes, tu as des maisons, extrêmement grosses maisons, super riches, toutes bien éclairées. Puis après ça, tu arrives un peu plus loin. Puis là, après, en dessous de chaque autoroute, il y a plein de tentes, énormément d'itinérants, énormément de monde qui dort à l'extérieur. Donc, c'était un peu flabbergastant, en fait, de voir ça. Oui. Fait qu'il y a comme beaucoup d'itinérants qui vivent dans... il y a un très gros clash de richesse. OK. Ouais, il y a vraiment deux strates, là, comme les gens qui ont des maisons dans les falaises, dans toutes les baies de Seattle et face au Pacifique, et l'intérieur, justement. Qui est plus le centre-ville, dans le fond, ou... Ouais, ben non, le centre-ville, proprement dit, c'est super beau. C'est là qu'on a visité le marché, j'ai oublié le nom. C'est pour me le dire, Olivier. Là. Mais c'est un marché super connu à Seattle. Un Pike Market. Non, le centre-ville était vraiment beau, mais nous, on a dormi en périphérie un peu. OK. Ça, il y avait des super Pas dans une tente en dessous d'un viaduc. Non. Vous aviez une tente, ça aurait pu. On aurait pu. On avait le Ça aurait matelas, pu, on avait tout. peut se faire plein d'amis. Hein, On tu sais. était probablement plus équipés qu'eux. Ouais, j'imagine, oui. Fait que c'est ça. Fait qu'en rentrant là, justement, une fois que tu as passé les super belles maisons, ben, c'est des quartiers beaucoup plus pauvres, les maisons plus rustiques, moins On penserait pas ça de Seattle, là. parce que tu as tout le temps la vue de l'extérieur qui est comme... C'est comme vraiment une enveloppe, là. Comme tu as une super vue extérieure, puis quand tu... Ouais. Quand tu t'approches de plus près, tu vois des choses qui... Tu passes au côté de l'enveloppe, tu fais comme moi, ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est une belle ville, mais sans dire que c'est la plus grande déception, je pense que c'est une ville que j'en entendais plus. Puis finalement, c'était super beau, mais on n'a pas C'était sans accroché. plus. OK. C'est-tu grand, comme ville? Oui, c'est assez grand. C'est-tu comparable à Vancouver? Je crois que c'est un petit peu plus grand que Vancouver. Oui, parce que, tu sais, Vancouver, mettons, si on parle de la presqu'île de Vancouver, où est-ce que tu as tout le centre, puis jusqu'à Stanley Park, tout ça, mais tu sais, quand même, ça peut être plus grand que ça si on compte Burnaby, puis Vancouver West, puis tout ça, là. Mais, fait que c'est un petit peu plus grand que Vancouver, Seattle? Niveau superficie et population, il me semble que oui. Oui, OK. Je me souviens bien, là. De Seattle, après ça, vous avez pris la route qui s'en allait vers Vancouver. Exactement. Mais on a passé par des îles, il y avait des petites îles, puis on disait on va prendre s'il y avait un traversier ou quelque chose pour se rendre. Puis ça avait vraiment valu la peine. On est passé par... il y avait une intersection, c'est Deception Point. Fait qu'on disait, le point de la déception. Ouais. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? On va être déçus. On va être déçus. Finalement, c'est magnifique. Ouais. Est-ce que c'est proche d'Olympic Park? Parce qu'Olympic Park est quand même proche de Seattle. Puis moi, c'est une place que je rêve d'aller voir. Là, puis j'en parle souvent. C'est une bonne question. J'ai aucune idée. Tu sais pas c'est où. En fait, c'est juste la pointe vers l'océan qui... tu sais, Seattle est comme dans une baie, un peu comme Vancouver est dans une baie. Puis, dans le fond, si tu t'en vas vers vraiment plus le Pacifique, il y a comme une presqu'île, une péninsule. Puis c'est Olympic Park qui est là. Ah, je suis en train de regarder. Non, c'est vraiment dans toutes les petites îles qui Les petites îles qui sont dans la baie, dans le fond. Ah ouais, à l'intérieur, entre Olympic Park puis justement Seattle. Okay. Il y a plein de petites baies. Nous, on a pris un ferry qui c'est Whidbey Island. Puis c'est là que tu fais Faldago Island. Puis comme c'est là qu'il y a Deception Pass State Park qui est vraiment beau. C'est un vieux pont suspendu, comme arqué, puis c'est genre une grande falaise. Tout le monde arrête là. C'est un petit pont qui sort de nulle part, puis t'as une vue sur le Pacifique qui est magnifique. Ouais. Là. Non, c'est un coin que je connais pas. J'aimerais vraiment aller voir ça un moment donné. Non, ça vaut la peine. Ouais. Je crois sérieusement que ça vaut la peine, les paysages là-bas. Fait que c'est quoi les îles, tu disais, Philippe? Ouais, Whidbey Island et Faldago Island. Fidalgo, OK. Fait que toi, vous aviez quand même pris le temps d'aller visiter ces îles-là puis de voir un petit peu le paysage. Mais en même temps, c'était sur la route qui vous amenait vers Vancouver. Exactement. C'est en montant dans le fond, vers le nord, là, pour se rendre à Vancouver. OK. Fait on a fait quelques petits points parce que c'était 5 heures de route, je crois. C'est 5 heures de route. Fait qu'on avait une journée complète pour la faire. Entre Seattle et Vancouver, c'était 5 heures de route. Ouais. En faisant ces détours-là avec les ferries. Sans le détour. Sans le détour. C'était 5 heures. Donc là, en faisant le détour, on s'est peut-être rallongé. Ça nous a peut-être pris 8 heures. Là, on a rajouté un 2-3 heures. Vous avez pris la journée pour faire ça. On a pris un ferry. Puis, OK. Fait que là, mais vous aviez couché à Seattle
Pas dans les tentes, là, comme je disais. Non, tantôt. on avait trouvé, c'était une petite hôtel. C'était dans une maison, dans le fond, C'était qui un louait des Airbnb, chambres. ouais. Un genre de Airbnb, ouais. Ah, OK. Fait que là, vous avez passé la journée, vous avez traversé, et là, vous êtes arrivé à Vancouver. T'avais-tu dit que t'avais une Oui, amie? j'avais eu un contact, une amie là-bas, qu'on disait, ça pourrait être le fun de faire quelque chose. Finalement, à cause de son horaire, mettons, elle travaille pour le train. Et finalement, elle s'est fait appeler, elle est en stand-by. Finalement, Ah, OK, fait qu'elle était pas elle disponible. n'était pas disponible, donc on n'a pas pu la rencontrer. Mais on est allé dans un beau quartier à Vancouver, on est allé manger dans un restaurant japonais, puis ça a été un des meilleurs repas qu'on a mangé. C'était assez impressionnant. Te souviens-tu du nom, juste pour le fun? Je l'ai cherché parce que j'ai dit, j'en ai parlé. Est-ce que c'était un izakaya? Ça se pourrait. Sur TripAdvisor était vraiment bien coté. Là. Moi, j'en ai fait un quand j'étais à Vancouver, quand j'ai travaillé à Vancouver. Puis j'ai aussi, quand je suis retourné avec ma blonde, on est retourné, je l'ai ramené à cette place-là. Puis on a dit au staff que... C'est-tu ça? Non, c'est pas lui, c'est ça. King Gyo. King Gyo? Ouais. Je pense que c'est lui. Mais je serais pas surpris que ce soit lui parce que pour vrai, on est rentré là puis il y avait que des Asiatiques. Olivier m'a regardé, m'a dit si eux, les Oui, locals, viennent manger c'est carrément là. Ouais. C'est carrément là, j'en reconnais le bar. Si eux viennent manger ici, c'est que c'est la bonne place puis on s'est assis puis je pense que à travers notre trip puis notre visite, je pense que ça a été des belles découvertes culinaires aussi à travers tout le voyage parce qu'on s'est forcé à goûter local le plus possible. Oui. Puis à chaque arrêt, on a trouvé une façon de découvrir un peu la région dans laquelle on était à travers la nourriture. Y avait-tu comme des spécialités quand vous étiez, mettons, à Sioux Falls ou si vous étiez à Rapid City, des trucs comme ça? Y avait-tu des endroits que vous avez fait de bouffe qui... À Rapid City, oui, on est allé dans un gros... On se disait, on est dans le Montana. On arrive dans le Montana. C'est vraiment... C'est l'Ouest américain, c'est vraiment... Fait qu'il faut manger un steak. Oui, On se dit, pourquoi pas? Fait qu'on est allé dans un restaurant là-bas, un gros steakhouse. Puis c'était assez impressionnant. Il y avait des morceaux de C'était un viande. steak de brontosaure, c'est ça? Exactement. Un ribeye de 32 onces. Là. Il dit, quand il a vu le menu, il fait OK, ben on vit juste une fois, puis ben j'ai pas le choix. Fait qu'il a commandé le ribeye 32 onces. Je suis comme, t'es conscient que tu le finiras jamais? Il fait ouais, puis. Tu l'as-tu fini? Je l'ai pas fini. Ah, OK. Mais c'était un bon doggy bag. Ben, vous auriez pu le prendre à deux, par exemple. Ouais, mais c'était pas drôle. C'est moi le fun de l'anecdote. Ben, de toute façon, on l'a gardé, puis ça a été notre lunch le lendemain. Ah bon, moi c'est correct. On l'a C'était mangé, pas de la perte, là. Ouais, ben, tu sais, c'était super bon. Fait que c'était pas vrai. J'ai dit à madame, c'est pas vrai que vous allez acheter ça. Là. On va le garder, puis on l'a mangé le lendemain. C'était super bon. OK. Puis, dans le fond, après ça, vous êtes allé au restaurant japonais, comme tu disais, à Vancouver. Dans cette place-là, c'est que je suis un bon amateur d'alcool, généralement tout ce qui est vin, bière, spiritueux. Oui. Et là-bas, il y avait une spécialité pour le saké. Donc, il y avait beaucoup de saké. Fait que je me disais, pourquoi pas. Puis, il y avait un menu dégustation. Je pense que c'était pour 15 ou 15 ou 20 je me souviens plutôt. 3 onces de saké différents. Mais, puis juste, en fond, le dernier que j'avais, je pense que dans le menu, pour 3 onces, c'était au-dessus de 30 juste pour les 3 onces. Puis là, j'avais 1 once dans ma dégustation. J'ai comme, je vais l'essayer. Ouais. Et c'était hallucinant. On n'a aucune idée qu'est-ce que c'est du saké ici. Ce qu'on a goûté là-bas, j'ai fait le goûter à Philippe aussi. Là, genre, tout était écœurant. Ah ouais. Il y en avait un qui était il l'appelait Cloudy. Là. Ouais. Je cherche partout ce que je veux pour essayer de retrouver de quoi qui ressemble à ça. C'était merveilleux. Ben c'est ça, parce qu'on n'a pas la conception des alcools, justement. Quand on passe au restaurant japonais, on pense sushi, on pense des trucs comme ça. Mais je suis allé au Japon, puis je veux dire, des endroits de... Toi, tu capoterais, là, Olivier. Tu rentres dans des endroits, c'est comme des équivalents de SAQ. Tu rentres là-dedans, puis il y a des whisky. Il y a des sakés, il y a des alcools de toutes sortes d'affaires, des alcools de riz, puis peu importe. Puis c'est plein, puis c'est des étages. Fait que tu te dis, OK, mais ils ont vraiment une culture des alcools fins, puis des trucs que nous, on n'a pas l'idée ici, parce que c'est pas quelque chose qui est répandu. Mais effectivement, tu étais chanceux de pouvoir goûter à des affaires qui étaient vraiment spéciales aussi. Là. C'est extraordinaire, c'est vraiment fou. Ils ont une finesse dans tout ce qu'ils sont capables de produire, de faire. Là. Ils ont une attention du détail qui en est magique, et ça se fait ressentir dans les produits. Oui, j'en doute pas. Ouais. Je connais pas assez ça, là, mais toi, tu connais bien ça. Fait que, même ce qui est whisky japonais, maintenant, c'est rendu une grosse mode. Les whisky japonais, ils sont... Au Québec aussi? Ou, Au Québec, on commence à en avoir quelques-uns. Il y en a... Ils commencent à en faire venir tranquillement, mais parce qu'aussi le monde commence à se rendre compte à quel point c'est des produits genre de qualité qui peuvent se comparer au whisky écossais, donc au scotch. Oui. Fait que dans le fond, là, vous étiez à Vancouver, vous avez couché un soir ou 2 soirs à Vancouver?
Une seule soirée. Une seule soirée? Ouais. Et le lendemain, on se dirigeait vers Penticton parce que j'avais pris rendez-vous avec mon ami. Je me disais, ça pourrait être le fun de faire une soirée avec lui avant de recommencer à travailler, avant que Philippe parte aussi. Puis si tu peux juste me situer, parce que je suis pas trop sûr de savoir exactement c'est où Penticton? C'est dans la vallée d'Okanagan. C'est, dans le fond, c'est la limite sud du lac Okanagan. Fait que t'as Kelowna. Oui. T'as tout le lac qui descend. Oui. Ben, au bout du lac, c'est Pennington. OK. Au sud-est, dans le coin sud-est du lac, c'est Pennington. Parce qu'il entre les deux lacs, dans le fond, il y a Penticton, puis il y a le lac Okanagan qui est au nord, dans le fond. Oui. Et tu as le Scar Lake qui est juste au sud, qui descend vers Osoyoos. Puis toute cette région-là, dans le fond, c'est une région où est-ce qu'il y a toute la viticulture, aussi les fruits, etc. C'est très, à cause qu'il y a une espèce de microclimat qui est C'est là. une vallée, exactement. Donc, il y a deux vallées. Il y a la vallée d'Okanagan et la Similkameen Valley. Et c'est les plus grandes régions viticoles de la Colombie-Britannique. Il y en a un peu aussi dans le coin de Vancouver. Mais les plus reconnus, les mieux cotés, sont dans la vallée d'Okanagan. Parfait. Parce que moi, comme je t'ai dit tantôt, j'ai fait Kelowna, mais j'ai pas descendu dans la vallée d'Okanagan. C'est 1 heure. C'est 1 heure de route de Kelowna vers le sud. Fait que là, vous êtes arrivé à Penticton, c'est ça? Yes. Puis, dans le fond, là, tu allais rencontrer ton ami. Tu disais qui était la personne qui t'avait le contact pour te trouver une... Oui, c'est un Québécois, job. en fait. C'est un ami que j'ai rencontré à l'université à Sherbrooke et que lui ça faisait 3 ans qu'il était dans la vallée d'Okanagan, qui travaillait pour différents vignobles. Et c'est ça. Donc, je suis allé chez lui. Il y avait une maison. Il louait une maison. Il loue toujours une maison. Okay. Il était encore là-bas. Et c'est ça. Fait qu'on se dit, pourquoi pas faire une petite soirée avec lui. Puis le lendemain, on se dit, est-ce que tu as des endroits à nous conseiller, dans le fond? Sa copine, elle est sommelière. Donc, elle dit, moi, je viens de Calgary. Elle vient de Calgary. Elle connaît bien les vins de la région. Fait qu'elle dit, et puis elle est vraiment dans les vins bio organiques. Ouais. Fait qu'elle disait, s'il y a des trucs à aller voir telle place. Fait que le lendemain, la dernière journée de Philippe, dans le fond, avant qu'il reparte, c'est ce qu'on a fait. On a fait une petite tournée des vignobles qu'elle nous avait conseillés. Et des très belles découvertes. Ouais. Des dégustations, oui. Ouais, ben, c'est ça. On a fait 5 km. En 5 km, tu pouvais faire 12 vignobles si tu voulais, parce que c'est pas des grands vignobles. C'est beaucoup des petites places. Des petits domaines, oui. Fait que tu trouveras pas leurs produits ici au Québec à la SAQ, c'est sûr que non. Fait que c'est soit de l'importation privée, soit tu vas là-bas puis tu le goûtes. Fait que c'est là que justement on a fait les premiers vignobles, puis là j'ai choisi quelques vins, puis j'étais comme bon, en avion, 2 bouteilles, je vais dépasser mon poids. Fait que je commence à discuter avec Eric, son ami, puis il me dit nous on ship au Québec, si tu veux, y a pas de problème. Ça va coûter c'est 48$ pour une caisse de 12. Je suis comme, c'est très rentable. Fait que j'ai dit, je vais te prendre 6 de tes bouteilles, puis après ça, je vais trouver d'autres bouteilles. Je vais te trouver 12 bouteilles, inquiète-toi pas. Fait que tu pouvais prendre des bouteilles de ce vignoble-là, puis en prendre d'autres aussi d'un autre vignoble, c'est ça que tu disais tantôt? Ben, on s'est arrangé là, pour remplir la caisse. Là. J'ai quasiment pris toutes mes bouteilles chez eux, puis après ça, on a fait la boîte, puis il me l'a shippé. Il en a profité pour... il avait besoin de shipper aussi, fait que... On s'est arrangé entre nous. Là, mais je trouvais ça vraiment intéressant comme service déjà à la base parce que c'était comme. Ils n'ont plus le choix de toute façon. Puis même quand tu vas en Europe, tu vas, mettons, dans les vignobles. Moi, je suis allé dans la vallée du Douro, puis je suis allé aussi, mettons, dans le Val d'As, puis des trucs comme ça. Tu arrives dans les vignobles, puis tu es intéressé par les vins, ils vont faire non, s'organiser. Ça va peut-être te coûter cher, là, mais ils vont te chipper sans problème. Ouais, c'est ce que je me demande. Ce que je me disais aussi quand je suis arrivé, je voyais toute la quantité de vignobles et tous les vins qui sont produits en Colombie-Britannique. Je me disais, comment ça, on n'en a pas au Québec, nous, la SAQ, il devrait en avoir. Et finalement, c'est en parlant avec différents producteurs que je me suis rendu compte, mais c'est pas parce que la SAQ fait des difficultés ou ils sont pas intéressés, c'est qu'ils vendent tout localement. Ah oui. Tous les vins, la majorité sont sold out année après année. Fait qu'ils n'ont pas besoin de chercher d'autres marchés. Ils ont déjà toute la production. Ils n'ont pas la production. Parce que là, vu que tu as passé du temps là, tu as comme pu un peu comprendre comment ça se passait. Oui, vu vraiment le monde viticole, qu'est-ce que c'est, surtout dans une autre région, vraiment avec les températures, qu'est-ce que ça pouvait influencer, comment c'était au niveau des prix et tout. C'était super intéressant pour ça. Ouais. Puis c'est un monde entier. Oui, OK. Avant de continuer, je veux vraiment faire une partie de l'entrevue aussi avec toi, Olivier, vu que tu as comme eu l'expérience, tu as passé 6 mois là-bas, fait que tu as comme travaillé là-bas, tu as comme un peu exploré tout ce coin-là, puis c'est quand même intéressant de travailler là-bas justement pour apprendre un métier. Parfait. Tu as travaillé 6 mois? Oui, j'ai fait presque une saison complète en fait dans un vignoble en Colombie-Britannique. Dans la vallée d'Okanagan. Exactement. OK. Fait que toi, parce que dans le fond, pour ta formation, tu avais besoin de faire cette formation-là? C'est-tu quelque chose que toi, tu voulais faire? Ou c'est quelque chose qui t'a exigé pour ta formation? C'est que tu as décidé de faire ça? C'est de mon plein essor. C'est que je voulais prendre un peu plus d'expérience dans ce domaine-là. J'avais fait moi, j'ai un baccalauréat en biochimie. Par la suite, je me suis spécialisé un peu plus, un peu comme en sommellerie et en chimie du vin.
toujours en gardant en tête que je voulais me partir un projet justement dans ce monde-là, dans la production de vin, soit vin mousseux, spiritueux. Je me dis, bon, c'est bien beau avoir l'expérience théorique, mais il faudrait que j'aille chercher un peu d'expérience pratique. Oui. Le milieu viticole au Québec commence à s'étendre, il commence à en avoir un peu plus, mais c'est pas là qu'on a le plus d'expertise. Je me dis, pourquoi pas aller chercher l'expertise un peu plus loin? Fait que là, c'est sûr que j'ai pensé aux grandes régions comme la France, l'Italie, même les États-Unis, mais je me dis, pourquoi pas rester au Canada? Ce serait plus facile j'ai pas besoin de visa. J'ai un contact et je peux me rendre en auto. Oui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Fait que c'est ce qui m'a amené vers la Colombie-Britannique parce que c'est quand même la deuxième plus vieille région au Canada, excusez-moi, qui produit du vin et commence à avoir une belle notoriété malgré tout. Tu dis la deuxième? C'est l'Ontario est la plus grande. OK, donc la vallée de Niagara, tout Exactement. ça. OK. Au niveau superficie puis année de production. OK. Ça a commencé un peu avant. Dans la vallée du Niagara. OK. Fait que tu étais là 6 mois. Ouais. Et puis tu es arrivé là carrément sur le fly. Tu avais un contact qui pouvait te plugger avec quelqu'un. Mais dans le fond, tu n'avais pas nécessairement rien de concret quand tu es arrivé là. Exactement. En fait, j'avais juste demandé est-ce que tu as des contacts? Est-ce que toi, tu as besoin de quelqu'un? Il me dit non, moi, je n'aurais pas besoin de quelqu'un au mois de mai, mais c'est sûr que j'ai besoin de quelqu'un pour les vendanges en septembre, en octobre. Mais il dit si tu veux commencer à travailler avant, je peux donner le contact de telle personne que lui, dans le fond, il y a des compagnies qu'eux autres, dans le fond, ils font juste employer plein de travailleurs, puis ils passent de vignoble en vignoble. OK. Fait qu'il m'avait donné ce contact-là. Il dit, fait que moi, je l'avais contacté. Et le gars s'appelait Kevin, puis il m'a dit oui, genre, dès que tu arrives, je t'engage sur le champ. OK. Je fais comme, bon, OK, au moins j'ai une job. Ça serait Ouais, probablement pas la grosse affaire, mais au moins j'ai une job. Puis est-ce que tu devais avoir de l'expérience dans ce domaine-là, mais Non. il y avait besoin de Ils ont juste main-d'œuvre? besoin de bras, ils ont juste besoin de main-d'œuvre. OK. C'est ça. Fait que je lui ai dit, bon, OK, let's go. Au moins j'ai quelque chose. Et là, c'est en arrivant, en parlant avec Eric un peu plus, puis qui me disait, mais j'ai peut-être un autre contact que lui, il cherche quelqu'un, puis lui, ça pourrait être intéressant parce qu'il pourrait être logé. Probablement qu'il pourrait être logé. Puis je me dis, ben oui, mais pourquoi? Toujours dans la même région? Toujours dans la même région, en fait, dans la vallée de Okanagan. Il y a énormément de vignobles juste maintenant sur le... Moi, j'étais dans le Namarata Bench, que ça s'appelle, et juste dans ce coin, je pense que c'est sur 10 ou 12 km, il y a une 50aine de vignobles. Ah oui. Dans cette région-là. Puis là, il y en a tout plein. Si tu descends un peu plus bas vers Penticton, vers Okanagan Fall, Oliver, Osoyoos, il y en a tout plein. Fait que sur une toute petite superficie de terrain, qui, je sais pas comme quelle grandeur que ça peut avoir, là, mais c'est pas tellement grand, il y a énormément de vignobles. Parce que tu disais tantôt que c'était des petites propriétés, donc... C'est des petites propriétés et c'est vraiment juste... En fait, c'est comme n'importe quel milieu viticole où est-ce qu'ils se rendent compte que toutes les conditions s'y retrouvent. La terre est pas trop fertile. Les conditions météorologiques, la température est bonne, il n'y a pas trop d'humidité. Et donc, c'est une région de choix pour la culture du raisin. Parce que la vigne est une plante un peu particulière. Elle va très bien se développer dans des milieux très arides, où il y a beaucoup de nutriments. Parce qu'ils ont ça a beaucoup de survie. Ça va survivre à peu près à n'importe quoi. Donc, les racines peuvent aller très, très, très creux. Chercher l'eau. Ouais. Chercher l'eau et des minéraux. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que ça prend des régions qui ne soient pas trop fertiles. Au Québec, le plus gros problème qu'on a, c'est que nos terres sont trop fertiles. Oui. C'est pour ça que c'est bon pour les cultures maraîchères, mais Exactement. pour le vin, c'est pas nécessairement... faut les chercher, ces terres-là. Exactement. C'est pas l'idéal. Faut contrôler un peu plus un peu plus l'irrigation et tout. Oui. Est-ce que, là, on parle de vin, puis on parle de culture, tout ça, est-ce que l'hiver québécois est un problème en temps? Définitivement. Oui. Définitivement, parce que généralement, tout ce qu'on connaît au niveau des cépages nobles, qu'on appelle, ou les cépages classiques, qui sont c'est les Vitis vinifera, qui sont les cépages européens, tout ce qui est chardonnay, pinot noir, Cabernet Sauvignon, cabernet franc. Ces plantes-là, ces vignes-là, lorsque leurs racines dans le sol atteignent moins 17 moins 17, moins 18, ils meurent. OK. Donc, au Québec, avec des températures de moins 30, c'est un petit peu plus compliqué. Oui. C'est possible. Mettons, on a trouvé des techniques où est-ce qu'on fait du butage ou qu'on peut mettre des géotextiles pour protéger la plante, protéger les racines, pour contrôler justement le gel. Mm-hmm. Fait que ça ne descendra pas. Généralement, ça descendra pas en bas de moins 15. Donc, la vigne va survivre. Mais c'est plus de travail. Oui. OK. Tandis qu'en Colombie-Britannique, sur la vallée de l'Okanagan, s'ils ont des moins 10, ça va. Ça va être moins 10 durant une bonne partie de l'hiver. Ça arrive quand même? Ça arrive, oui, c'est assez fréquent. Mais ça ne va pas descendre plus bas que ça. Donc, c'est beaucoup plus stable. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est que c'est quand même assez surprenant. C'est assez désertique, ce coin-là. Oui. Donc, c'est très, très, très chaud le jour.
à cause du soleil. Et la nuit, ça descend beaucoup. Les températures vont passer facilement de 35 durant la journée à 15-12 degrés le soir. Pas beaucoup d'humidité, donc ça fait que la chaleur ne reste pas. Et ce qui est très bon pour le raisin. Ça raffermit la peau du raisin. Ouais, ça enlève la possibilité qu'il y ait du mildiou. Je sais pas si on a ça au Canada. Là, mais... Oui, on en a beaucoup. Ah, oui? Ça l'enlève pas. En fait, ça va diminuer les chances, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Si, OK. y a Parce pas que c'est une prévention sorte qui de est faite. pourriture. Oui, c'est des champignons. Des champignons, OK. Fait que là, t'es arrivé sur place, t'as pris contact avec la personne qui était pour t'engager. Comment ça s'est passé? C'est ça. Finalement, le gars qui était supposé m'engager de base, j'ai contacté quelqu'un d'autre qui m'offrait une job un peu plus intéressante. C'est un plus petit vignoble, c'est D'Angelo Estate Winery. C'est un vignoble familial. Qui ont seulement 8 hectares de production. Ils n'achètent pas de raisin, c'est seulement ce qui est estate grown qu'ils appellent. Oui. Et qui avait besoin de quelqu'un pour toute la saison. Quelques personnes, mais principalement une personne pour l'aider à faire un peu de tout. Puis je me dis, pourquoi pas. Et justement, comme il m'offrait un logement, c'est comme le salaire est en conséquence aussi, là, mais au moins il me logeait gratuitement. Je me suis dit, pourquoi pas, ça va être intéressant, parce que la plus grande difficulté que j'aurais eue, ça aurait été de me trouver un logement. Mhm. C'est extrêmement dispendieux. Tout ce qui est Colombie-Britannique, c'est hallucinant à quel point c'est cher. Là. Pour, par exemple, me trouver une chambre, ce qui aurait été quand même assez compliqué, ça n'aurait pas été évident. juste une chambre dans un appartement, ça aurait été probablement autour de 800-900 $ par mois. Oui, puis pas avec un salaire faramineux non plus. Non, exactement. J'aurais été payé 14$, 15$ probablement. Okay. Donc, c'est ça. Fait que là, le fait d'avoir un logement, je me dis, au moins, oui, j'ai pas un gros salaire, mais ça me fait sauver, je fais 40 heures semaine, ça me fait sauver 4-5$ de l'heure quasiment. Oui. C'est quand même pas si mal. Fait que ça valait la peine. Ouais. Puis quand il t'a montré un peu ce que tu avais à faire comme travail, est-ce que ça correspondait un peu à tes attentes ou ce que tu voulais avoir ou ce que tu voulais apprendre? Au début, oui, parce que je connaissais pratiquement rien au niveau pratique. Moi, j'avais de l'expérience théorique au niveau de la vinification, mais au niveau de l'entretien de la vigne, la culture de la vigne, pas du tout. OK. Donc, découper des bouts de branches, tu n'avais rien fait de ça? Là. Un peu, parce que je viens de la campagne, donc j'ai déjà travaillé à l'extérieur, j'ai pas trop de problème avec ça. Mais principalement sur une vigne, jamais. J'avais jamais touché à une vigne de ma vie, donc je me suis dit, ça va être une belle expérience. Donc, au début, c'était super intéressant. J'ai vraiment apprécié l'expérience de vraiment voir un peu toute la dynamique qu'il y avait avec une vigne, parce que c'est assez, malgré tout, capricieux. Pour vraiment produire un bon raisin, il faut donner beaucoup, beaucoup d'attention. Il faut s'en occuper énormément. C'est que je me suis juste rendu compte aussi après un certain temps, c'est que c'est beaucoup d'attention, donc c'est très long. Pour chaque vigne. Pour chaque vigne, c'est beaucoup de répétitions. Donc, après un certain temps, je trouvais des fois un peu le temps long de faire 8 heures par jour, 5 jours par semaine, la même chose, de juste, j'enlève des branches sur une vigne ou j'enlève des feuilles. Oui, mais en même temps, tu apprenais. Mais j'apprenais. J'apprenais. Donc, pour ça, c'était intéressant. Le monsieur, c'était un Italien immigré au Québec depuis, je ne sais pas, 60 ans, et qui c'était un des premiers à s'être parti à un vignoble en Ontario. Il a commencé justement dans la vallée du Niagara. Et lui, par contre, les hivers sont quand même assez difficiles aussi là-bas. Et là, il était comme ça fait longtemps qu'il lui voulait quelque chose d'un peu plus chaud, un peu plus stable. Donc, il avait vendu. Il avait acheté en Colombie-Britannique à Penticton et il a vendu par la suite en Ontario. Donc, il avait quand même beaucoup d'expérience, 40 ans, je pense, d'expérience de vigne, de culture de vigne, de fabrication de vin. Plus le sang italien, ça Plus le sang italien, exactement. Là, tu disais, c'est ça, tu étais hébergé par le propriétaire sur les lieux du sur vignoble. le vignoble même, oui. OK, puis c'était quoi? Ça ressemble à quoi tes journées, tes heures de travail? On commence la journée très, très tôt. Généralement, c'est à 6 heures le matin parce que fin d'après-midi, il commence à faire très, très chaud. Donc, c'est plus tellement agréable, plus tellement possible même de travailler. Sinon, c'est des insolations, des coups de chaleur. Donc, on commençait à 6 heures. Généralement, on faisait de 6 heures à midi. On prenait une demi-heure pour manger. Et de midi et demi à 2h30. Puis à 2h30, on avait notre 8 heures. Puis on arrêtait. La journée était finie, on recommençait. Généralement, c'est du 5 à 6 jours semaine. Genre le samedi, peut-être en avant-midi. Mais ça dépendait des fois. On a eu une petite période pendant l'été, par contre, où est-ce que c'était un peu plus difficile à cause des feux de forêt. Il y a eu beaucoup de feux de forêt cette année. Donc, c'était carrément... Moi, j'avais vu sur le lac, le paysage était hallucinant. Pour ça, j'ai des très beaux souvenirs de la place en tant que telle. À cause des feux de forêt? Ou... Non, mais avant les feux de forêt. En fait, juste la vue sur le lac la vue sur les vignes. Mais par contre, pendant qu'il y avait les feux de forêt, pendant 5-6 semaines, je ne voyais plus le lac. Ou je le voyais embrouillé ou quelque chose. Parce que c'était comme... C'est de la fumée ambiant. Il y avait de la fumée partout, donc tu vois plus le ciel. Ça sent aussi, j'imagine. Ça sent. Donc, malgré tout, travailler à l'extérieur comme ça donne mal à la tête. Il y a beaucoup de particules dans l'air. Donc, souvent...
durant cette période-là, mais à midi, là, c'était fini la journée parce que c'est même plus à cause de la chaleur, c'est vraiment à cause de la qualité de l'air qui était là. Puis c'est 4-5 semaines de ce temps-là que c'était pas possible de supporter, ben pas supporter, mais de travailler là, dans l'après-midi là, avec ces conditions-là. Malheureusement, non. OK. Comment ça se passait au niveau du travail? Est-ce que ça s'est bien passé? Les attentes étaient remplies? En dehors du travail répétitif, tout ça, est-ce que tu apprenais à un rythme qui te plaisait? Ou Plus ou moins. OK. Ça a été vraiment bien au début. Ça, les premiers mois étaient super instructifs. J'apprenais beaucoup. Par la suite, c'était un peu plus long. Moi, je me suis rendu compte quand même assez rapidement que le monde pour qui je travaillais, les propriétaires, c'était beaucoup plus des fermiers qui font du vin plus que des vignerons ou des vinificateurs. Donc, ils avaient l'expérience, ils savaient ce qu'ils faisaient, mais il ne faudrait pas trop leur poser de questions de pourquoi ça marchait comme ça, parce que c'était comme ça. OK. C'est ça. Puis pourtant, moi, c'était l'inverse. Moi, j'étais là pour apprendre, pour poser le plus de questions possible, pour dire « Ah, mais pourquoi? » Eux ne voulaient rien savoir et ils se foutaient de la raison de pourquoi. Ça marche comme ça, ça marche comme ça. Et est-ce qu'ils cherchaient à faire un produit de qualité ou ils faisaient juste... Oui, pour ce qui est culture du raisin, sérieusement, top qualité. C'est vraiment des très bons producteurs. Ils ne sont pas dans le bio du tout. Quand même une personnalité assez franche, avec des points de vue assez arrêtés. Donc, pour lui, le bio, ça ne marche pas, c'est de la bullshit. Okay. Donc, bon, il y a beaucoup de sprays préventifs, généralement, c'est avec des pesticides. Ouais. Donc, on s'en sort pas. Non, exactement. Ouais. Pour avoir été présent à l'entrevue, la rencontre dans le stationnement entre Olivier, le propriétaire, et son fils, tu voyais que le sang italien était bien présent. Là. Un homme avec un bon caractère, puis des questions franches. Travailler de tes mains, es-tu endurant, es-tu prêt à faire les heures, c'est quoi tes attentes? Puis c'était... c'est straight to the point. Il y avait un peu, pas d'intimidation, mais tu sais, c'était, il y avait une position d'autorité. OK. Oli s'est très bien débrouillé, là, moi j'étais juste de passage, puis là ils m'ont fait, toi tu veux travailler? Je suis comme, non, moi je rentre, je suis juste en vacances. Non, moi je veux m'en aller. Mais ouais, on parlait italien tantôt, mais il y avait une petite personnalité. Là. Ah, OK. C'était assez beau à voir. Oui, c'est ça. Le bonhomme, il savait ce qu'il voulait. Là. Ouais, voilà. Puis c'est ça. Principalement, je travaillais avec d'autres voyageurs qui étaient là pour l'été seulement. Fait qu'il y avait quand même plusieurs personnes qui étaient sur le... pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Au début, ça a commencé avec un couple de Québécois qui venaient de Sherbrooke aussi. Fait que c'était une belle rencontre, une belle découverte. Donc, Karel et Julie, que je suis resté en contact avec eux. On travaillé 3 semaines. Par la suite, ils sont partis. Il y a un autre gars du Québec qui est arrivé qui s'appelait Charles. Par la suite, lui est parti. Puis là, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, un autre couple qui est arrivé un peu plus tard, qui sont repartis. Fait qu'il y a eu beaucoup de travailleurs durant cette période-là. Fait que beaucoup de in and out de travail. Ouais. Parce que justement, c'est pas des jobs qui sont super agréables, super intéressantes. Pour moi, ça l'était parce que je voulais apprendre, je voulais voir c'est quoi ce milieu-là. Mais si tu n'es pas intéressé, c'est de la job répétitive à un salaire qui est assez... qui n'est pas très intéressant. Donc, c'est ça. Mais ça en prend tout le temps. Ça en prend beaucoup de personnes. Donc, là, j'imagine que tu approchais la période des vendanges. Tu voulais rester pour les vendanges pour voir comment ça se passait. Oui. Puis comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. C'est une période qui est quand même assez intéressante. C'est super beau avec les vignes qui commencent à changer de couleur et tout, température qui est un peu plus fraîche. Donc, c'est ça. C'était on s'en va à différentes étapes. On commence par couper tous les raisins, on met ça dans des bacs, dans des petits paniers. Par la suite, ça va dans des gros bacs. On les pèse. On commence les différentes étapes de vinification. Puis une fois que la vinification est faite, là, ça prend de 14 à 17 jours, dépendamment du vin, là, généralement, pour faire une fermentation qui est complète. Puis par la suite, le vin est pressé. Et après ça, c'est envoyé en cuve d'acier ou en barrique de chêne, dépendamment au gré du vigneron. Pour lui, c'était pas mal assez straightforward. Il faisait pratiquement que du rouge. Il vinifiait pas mal tout de la même façon. Donc, ce raisin était très, très beau, très, très bon. Mais au niveau des techniques de vinification, c'est pas là que j'ai appris le plus. OK. Tu as vu comment ça se passait. J'ai vu comment ça se passait. Mais c'était pas là que tu allais chercher le raffinement là, de l'expérience. Non, exactement. OK. Est-ce que tu avais déjà pensé un peu au moment où est-ce que tu t'en irais, où est-ce que tu partirais? T'avais-tu comme... Quand tu es arrivé, ce que je veux dire en fait, c'est quand tu es arrivé pour travailler pour lui, tu avais-tu dit, moi je veux rester pour tant de temps? Y avait-tu comme une entente? T'avais-tu comme établi le temps que tu voulais rester?
Oui, en fait, moi, je voulais rester le plus longtemps possible, en faire le plus possible. Donc, au début, j'étais comme, bon, mais je veux rester jusqu'à la fin de la saison, vraiment le plus possible. Quand est-ce que jusqu'à temps que tu as besoin de quelqu'un? Il me disait, probablement il me disait mi-décembre, mettons, début décembre, blabla, le temps qu'on finisse tout. Et par la suite, là, il y a un mois et demi qui se passe plus grand-chose. Et il y a une autre période qui recommence en mi-janvier, février, qui s'appelle le pruning, qui est la taille des vignes, dans le fond, Oui, pour l'hiver. C'est quand ça commence à dégeler, dans le fond, c'est pour le printemps. Ah, OK. Et donc, il disait, bon, mais c'est sûr que cette période-là que j'ai pas besoin, mais à partir pour le pruning, c'est sûr que j'ai besoin de quelqu'un. Fait que si tu veux revenir, tu vas être le bienvenu. Mm-hmm. Je fais, OK, ça peut être intéressant. Ça me permettrait peut-être de faire une pause entre la fin de la saison, le début de l'autre. Mais là, finalement, après un certain temps, je trouvais ça intéressant. Mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour à cette place-là principalement. Puis je me suis dit, pourquoi pas revenir puis commencer d'autres projets à la maison. Oui. Donc, je me suis décidé quand même assez tôt que j'allais revenir finalement au Québec. Au départ, je voulais partir peut-être, je me disais 1 an, 2 ans. Finalement, j'ai seulement fait 6 mois. Mais au moins, j'ai fait les 6 mois que je voulais, que j'ai fait vraiment. Puis tu as appris tout ce que tu avais à apprendre dans cet endroit-là. Exactement. Est-ce que tu as fait du maraudage aux alentours, dans d'autres vignobles, pour essayer de voir si tu pourrais pas comme changer pour voir puis faire d'autres choses? Oui, j'ai regardé un peu pour ça. Par contre, ce qui m'a... la raison de pourquoi je n'ai pas changé, c'est pour le logement. OK. Vu que j'étais logé à cette place-là, j'étais logé parce que je travaillais. Si je travaillais plus là, il aurait fallu que je me trouve un logement. Puis comme le timing était un peu plus court, je ne savais pas où est-ce que j'allais trouver. Puis ça allait être beaucoup plus cher pour un salaire qui allait peut-être pas nécessairement être beaucoup plus élevé. Je me suis dit, je vais le faire, je vais le finir. Je vais prendre l'expérience que j'ai à apprendre et on verra plus tard. Puis pendant que tu étais là, qu'est-ce que tu faisais dans tes temps libres? T'es-tu promené un petit peu? T'as-tu eu le temps de faire des choses, des expériences, de voir aller à des endroits? Oui, je me suis promené un peu dans la région. J'ai des amis qui sont venus me voir aussi un peu pendant l'été. Fait que là, j'ai pu me promener dans différents parcs. Sinon, j'ai fait quand même beaucoup de vignobles. J'ai une belle passion, un bon intérêt pour ça. Donc, j'en ai fait à la bonne plusieurs. place aussi. Et aussi, un gros avantage, c'est vraiment, ils vont faire beaucoup de vignobles maintenant. Ils vont charger pour du tasting, pour goûter. Généralement, ça va être 5 $ pour le tasting. Mais lorsque tu travailles en industrie, c'est gratuit. Okay. Donc, pour ça, c'est intéressant. Donc, je disais, je travaille à telle place, blablabla. Fait que commencer à discuter. Puis, ça peut avoir des discussions quand même assez intéressantes. Et tu apprenais aussi un petit peu pendant ce moment. Oui, exactement. Ouais. Donc, un peu plus au niveau des techniques, de qu'est-ce qu'ils utilisaient, les différents cépages, pourquoi et tout. Okay. Donc, pour ça, c'était super intéressant. Fait que c'est ça que je faisais. Sinon, j'aimais bien à Penticton, le samedi matin, ils ont toujours un gros marché public qui est dans une bonne partie de la ville. Et c'est le plus gros, si je me souviens bien, c'est le plus gros de toute la Colombie-Britannique. Dans le marché extérieur, dans le fond, qu'il y a tous les samedis. Fait que ça, avec tous les fermiers locaux, les produits, les maraîchers. Ouais. Pour ça, c'était super intéressant, c'était super beau et très bon aussi. Des restaurants, il y avait plein de trucs qui offraient, qui vendaient, plein de trucs dans la rue. Donc, fait que c'est ça, en même temps, ça te permettait de découvrir un petit peu les produits locaux, de découvrir un peu la façon qu'ils fabriquent les choses, tout ça. Puis vu que tu étais intéressé, tu étais axé vers justement la production de vin, mais ça se rattache quand même à la production maraîchère ou à la production agricole. Production locale, exactement. La production du terroir, vraiment de découvrir cette région-là. Qu'est-ce qui en fait? Est-ce qu'il y a une différence entre un vin produit ici et un vin produit là-bas, ou même avec une tomate? Est-ce qu'il y a une grosse différence avec la même type de tomate? Avec le terre, les températures, ça va goûter différemment. Oui. Ça, je trouvais ça... Puis pour un gars qui est allé quand même un grand bout de temps en Australie, tout ça, je te demanderais pas si tu t'ennuyais, mais t'avais-tu des moments où est-ce que tu trouvais ce temps long, à part le fait que le travail était répétitif, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu dis « Ouais, là, je pense que j'aimerais ça retourner à la maison » ou... Ah oui, définitivement. En Australie, je me suis pas ennuyé du tout. Ouais. J'ai passé 1 an complet sans m'ennuyer. Et ce voyage-là, c'était seulement 6 mois, mais là, je me suis un peu plus ennuyé. C'était un peu plus long. La vie sociale était un peu plus... J'avais pas beaucoup de vie sociale là-bas parce que justement, j'étais là pour le travail et ça coûtait assez cher et j'étais moins convaincu ou moins enclin à me dire, allez, je vais dans un bar pour aller rencontrer du monde et dépenser une paye d'une journée à une soirée. Fait que là, j'étais je sais que je reviens de toute façon, j'ai une belle vie sociale ici, j'ai plein d'amis, j'ai plein de monde, j'ai une bonne famille. Fait que je me dis, je vais prendre sur moi, je vais travailler. Et, puis tu sais qu'il y a des amis qui sont allés te voir. Ouais. J'ai 2 de mes anciennes colocataires de Sherbrooke, dans le fond, qui sont venus me voir, 2 amies filles qui sont venues me voir pendant 5 jours. Okay. Donc, ils sont arrivés à l'aéroport de Kelowna. J'étais allé les chercher, puis on a fait 5 jours à se promener, visiter dans le coin.
Fait que ça, c'était super le fun. Puis t'avais quand même des journées de congé comme tu voulais ou... Plus ou moins, ça, Ouais. il fallait négocier. Oui, Fallait j'en doute pas négocier. avec le monsieur italien. Hein, Exactement. Ben, Donc, c'est ça. C'était pas mal les seules journées de congé que j'avais pris, dans le fond, pour Ok. moi, c'était ça. C'était ces journées-là. Fait que t'as pas pris de vacances pendant que t'étais Non. là. Ok. C'était juste mes fins de semaine quand je pouvais. Puis qu'est-ce que t'as le plus aimé de cette expérience-là pendant que t'étais là? Les paysages, Ouais. la vue, la vie sauvage qu'il y a, ça, je trouvais ça hallucinant de travailler. Je regardais là, plutôt pratiquement tous les matins, ou à peu près un matin sur deux, il y avait des chevreuils dans le vignoble, qui est c'est un fléau là-bas parce que ça mange les raisins, ça mange le bout des feuilles, donc c'est vraiment pas une... Oups. Ouais, exactement. C'est pas bon pour le vignoble, mais Non. c'est super le fun, puis ils sont pas peureux du tout, fait que souvent, il fallait que tu les chasses à main ou avec... tu En cours faisant après, du bruit, en faisant ouais, du bruit, tu sais. Fait qu'ils sont à peu près 2-3 mètres de toi, puis là, t'es là, allez, tu tapes des mains Ouais, pour ouais. qu'ils s'en aillent. Des Ouais. trucs comme ça. Sinon, il y avait beaucoup d'aigles. Il y avait des pillards de tête blanche, beaucoup d'aigles au-dessus de ma tête, dans le fond, qui virevoltaient. Pas des vautours là, qui attendaient que tu, Non, tu- vraiment tu des- plies le genou. Puis... Non, non, non. J'attendais que t'aies un malaise. Ouais, il a l'air d'avoir chaud, lui. On va attendre un peu. Là. Pour ça, c'était hallucinant de voir tout ça aussi près. Ouais. Ouais, je pense que pour avoir fini le voyage là-bas, c'est vraiment... La vallée de l'Okanagan, c'est un secret caché du Canada. là. Ben, il y a souvent des gens qui en parlent, mais comme de dire pour ce que Olivier a vécu, puis dire d'avoir passé du temps. On entend souvent des gens parler qui vont ramasser des fruits, justement, dans ces régions-là. Mais pour travailler sur un vignoble, honnêtement, t'es le premier que je rencontre. là, Ouais, qui- mais c'est généralement ceux qui vont ramasser des fruits, mais c'est par période. Donc, ils vont se promener un peu partout dans la Vallée-Logan. Ils vont Oui. partir du sud, puis là, ils vont monter principalement juste plus qu'au nord. Tandis que moi, qui est resté seulement à la même place durant la saison complète, ça, c'était plus différent, je pense. OK. Puis est-ce que tu y retournerais, mettons, avoir une opportunité pour travailler sur un autre vignoble, ou est-ce que tu pourrais peut-être apprendre des choses un petit peu plus complexes ou un petit peu plus raffinées? Est-ce que tu aurais le goût d'y retourner? Ou... Avoir une belle opportunité, oui. Je dirais pas non. C'est sûr que ce serait pas mon premier choix. Si j'avais à retravailler dans un vignoble, j'irais probablement plus dans une période un peu plus... qui a un peu plus d'expérience, malgré tout, historiquement, comme la France, par Oui. exemple, ou l'Italie. Oui. Mais c'est sûr que j'avais une belle opportunité. Je dirais pas non, parce que c'est très, très, très beau. Ouais, là. ouais. Ça vaut vraiment la Fait que tu es open à l'idée Oui, d'y retourner, tout définitivement. ça. Écoute, merci pour toutes ces informations-là. C'est vraiment très intéressant. Puis en terminant, pendant que tu étais là, est-ce qu'il y a eu des anecdotes particulières? Y a-t-il des choses qui sont produites? Pas grand-chose, mais il y a une anecdote moi, qui m'a fait bien fait rire. C'est que justement, avec des amis de la famille, c'était comme, on organise une journée de pêche. Je disais, OK, on a le lac à Okanagan, est-ce qu'on va aller pêcher en bas? Non, on va aller dans un autre lac. Je fais, OK, parfait. Fait que là, j'embarque avec avec un ami, dans le fond, un ami de la famille, puis dans un gros pick-up avec des grosses roues, un gros pick-up monté, là, très redneck. Là, je fais comme, OK, on s'en va où? Finalement, on a monté la montagne, carrément dans des chemins raboteux où c'est que c'est impossible de passer seulement avec un 4 roues, justement, un gros pick-up monté. Ouais. Fait que je trouvais ça très redneck, ça me faisait bien rire. Pour se rendre dans un petit lac où est-ce qu'il n'y avait pas de bateau, où est-ce que tu pouvais... C'est un peu plus reclus. Là, C'est très reclus où est-ce on allait pêcher la truite. Fait qu'on a passé notre fin de journée, fait qu'on buvait de la bière en troc pour monter jusqu'en haut, puis on buvait de la bière sur le lac en pêchant tranquillement. Donc, ça m'a bien fait rire, ça. Je trouvais ça... tu vois vraiment le côté... cow-boy américain Ouais. est très présent dans l'Ouest. Ouais. C'est pas la même chose qu'ici, mais c'est... Non, surtout pas, surtout pas boire pendant que tu non, t'en c'est vas au ça. lac. Non, c'est ça. Tu sais, avec les gros trucks diesel, là, mais, tu sais, eux autres, Ouais. Non, vous autres, c'est la normal. vie. là. Ouais, c'est normal, c'est ça la vie. J'avais encore peut-être quelques questions. Puis on va juste parler de votre voyage. Puis dans le fond, ce que c'est mon questionnaire. J'ai mon questionnaire de partout dans le monde. C'est le questionnaire général. Si pour ce voyage-là, je vous demandais c'était quoi votre plus beau souvenir? Moi, je dirais les Badlands. Les Badlands, Philippe? Moi, je dirais l'arrivée à Pennington. Ah oui? Juste tous les vignobles avec les paysages puis le lac. J'aurais hésité à dire comme j'ai plus de job demain matin, parfait, Oli, je reste puis je travaille avec toi. Ah oui? Fait que tu j'étais- tripais, là. J'étais prêt. C'était merveilleux. Il faisait beau en plus. On était chanceux, il faisait super beau. Il doit faire assez beau dans cette région-là. Les pas les fois. températures sont très clémentes. L'été, là, ça devient un petit peu plus romantique. Il commence à avoir un peu des feux de forêt. Oui. Beaucoup. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un peu plus dommage en fond, pour l'été, mais sinon, tout ce qui est printemps-automne, c'est génial. OK. Le pire souvenir de votre voyage? Je pense que c'était sur la route pour se rendre entre Toronto et Chicago. Ouais. Je me souviens, c'est moi qui conduisais, puis le voyage commence, puis j'arrive, c'est un 5 voies. Fait que c'est une grosse autoroute. On arrive en bateau de Détroit, en fait.
Puis, vous étiez proche de Détroit. ouais, c'est ça. OK. Puis, à un moment donné, je parlais avec Oli, puis là, bon, je lève les yeux comme plus loin, puis je vois, mais il y a des débris de pneus, mais partout sur la chaussée. Mais il y en a tellement partout que je figure pas où je peux passer. Puis là, je choisis le plus petit débris, puis je fais dire à Oli, je m'excuse pour ta voiture, puis comme on a roulé dessus, puis là, j'ai comme, s'il faut qu'on scrape le char maintenant, ça va comme gâcher le road trip au complet. Finalement, il n'y a rien eu, mais c'est juste, j'ai cherché, j'ai dit à Oli, ben, regarde, là. Puis ça, c'est ça. OK. Mais dans le fond, c'est quoi? C'était une vanne qui a pété ses pneus, j'imagine? Probablement, ouais. C'est mon hypothèse, mais il y avait juste des débris de caoutchouc partout sur la chaussée. Oh my mais God. au point où j'étais comme, est-ce qu'on gâche le voyage maintenant parce qu'il faut que je roule sur un, puis... Ouais, tu savais pas ce qui allait arriver. Ouais, non, c'est C'était ça. pas une autoroute de 2 voies, là. C'était vraiment à grandeur. Il y en avait partout. My God. Ouais, fait que ça a été juste... je sais pas un souvenir si pire que ça, mais c'est juste plus une comme, ouais, ça aurait pu compromettre le voyage. Oui, Le voyage aurait changé. On aurait pu cette discussion. Ah oui, c'est ça. C'est exactement, oui, effectivement. Si je vous demande l'endroit où est-ce que vous aimeriez retourner pour mieux découvrir Le Montana. le Montana, Évidemment, juste la route qu'on a fait, c'était vraiment débile. c'est là que tu disais Vallées. tantôt où est-ce qu'il y avait les parcs puis tout ça, puis les... Exactement. Ça commence avec des vallées, après ça devient de plus en plus montagneux, puis là, ça devient de plus en plus de forêt et tout. C'était juste la route m'a vraiment impressionné, donc j'aimerais bien y retourner. Ouais, pour mieux découvrir. Exactement. Moi, je partage l'opinion, Olivier. Ouais. Là-dessus. Tous les parcs que j'ai vus sur la carte puis que j'aurais voulu visiter, puis on aurait pu faire du trekking pendant une semaine juste là-dedans, puis on n'en aurait pas fini. Fait que, Ouais. non, ce serait un beau going back. Fait que les parcs, en fait, le Montana pour toutes les choses à voir. L'endroit le plus accueillant que vous avez vu pendant votre road trip? Probablement Penticton. Ouais, Penticton, Ouais, c'est aussi Sioux Falls. Sioux Une Falls? petite communauté, mais tu sais, juste la dame qui nous dit hein, comme un permis de conduire du Québec, j'ai jamais vu ça dans X années, c'est plusieurs années d'expérience. Juste Les gens étaient accueillants, c'est les ça, gens étaient la gentils. joie de vivre des gens en général, puis c'est super sympathique. Ouais. Le meilleur repas que vous avez eu, c'était à quel endroit? On en a déjà parlé, je pense, hein, les Japonais à Vancouver. Ouais. Hors de tout doute. Mais le steakhouse était bon, mais tu sais, ça reste de la viande, c'est pas aussi... tu sais, Exotique ou des c'était découvertes? plus, tu sais, c'était une patate avec tu sais, des patates au four avec de la crème sure puis un dressing sur ton steak. Fait que tu sais, Ouais. c'est bon, mais ça n'a pas la raffinité de toutes les mets culinaires, ben, de toutes les préparations culinaires qu'on a goûtées au Plus les Japonais. alcools que vous avez goûtés en Exactement. plus au restaurant. Ouais. OK. Toi aussi? Ah oui, définitivement. Définitivement. Ça, le steak était super bon, mais justement, mettons, je regardais la carte des vins à faire, qu'est-ce qu'on pouvait accompagner. Puis à part des Cabernet Sauvignon à 150 pièces, Cabernet Sauvignon américains à 150 pièces qu'on pouvait pas se payer. C'était le choix d'alcool, le choix des vins était très ordinaire. Ouais. Fait que pour ça, pour ce edge-là, moi, je le OK. donne, C'est un edge qui est très, qui est très Ouais, compréhensible. Faut accorder un peu notre mets avec Quand un même. alcool. Hein? Oui, oui, oui. Le pire moment sur la route, à part l'affaire avec les pneus, où y a-tu un moment où est-ce que... Non. Non. Sérieusement, ça a tellement bien été la route. Les deux ont conduit, on s'est Vous n'avez pas séparés conduit dans de la nuit non plus, donc pas de problème mécanique. Il y a, pas de- ouais, il y a une fois qu'on a fini notre voyage, c'est à Missoula, je pense. Ouais. On a fini en noirceur, puis c'est justement des montagnes aussi. Fait que tu sais, C'est rushant. Ouais, c'est rushant un peu, puis tu sais, on surveillait sur tout ce qui était animaux qui pouvaient nous bondir au visage assez rapidement. Effectivement, rebondir, c'est le bon mot. C'est ça. Fait que ça a été juste la seule fois, mais on était chanceux. On s'est timé les grandes villes pour le trafic. On a évité les heures de pointe. À Seattle, on était à 2, puis on a pu prendre la voie de covoiturage. Seattle était bouché quand on est arrivé, mais il y avait du covoiturage à 2, fait qu'on a pris le fast lane, puis on était comme « Allô? » Fait que non, on a été très chanceux à ce niveau-là. Ouais, c'est tant mieux. La plus belle rencontre que vous avez faite pendant votre voyage? Je le connaissais déjà, mais Eric, mon ami que j'ai rencontré, c'était vraiment... en fait, je le connaissais un peu. C'était vraiment plus une connaissance. Et une fois, dès que je l'ai rencontré, c'est devenu un ami. C'est le gars qui vous accueille à Toronto. Exactement. Pas à Toronto, à Penticton. À Penticton, Mon contact ok. que j'avais. Ok. C'était vraiment plus une connaissance que vraiment un ami à la base. Mais dès que je l'ai rencontré, j'ai vraiment passé une super belle été avec lui. Là. OK. Fait que dans le fond, tu as passé l'été avec lui, tu as travaillé avec lui. Je travaillais pas avec lui, mais j'étais pas tellement loin, donc on s'échangeait beaucoup durant tout l'été. Là. C'est lui, tu disais, qui t'a loué sa maison? Non, lui, il loue une maison, mais moi, je vivais sur le vignoble pour lequel je travaillais. Ah, OK. Philippe, toi, Ben ouais, je connaissais pas Eric à la base, fait que puis avec sa copine, elle qui était sommelière, on a eu un gros souper le samedi avant que je rentre, ou le dimanche, je me souviens plus.
Mais où est-ce qu'on a bu 8 ou 9 bouteilles de vin différentes. On était un groupe, là. On était une dizaine de personnes. Fait que C'est pas 4, là. Non, c'est ça. Mais, Marie, on était les 4 principaux sur la bouteille, hein, parce qu'on a perdu les autres joueurs assez vite, mais bref, ça, c'est un détail. Mais ouais, juste toutes les discussions, puis moi, j'étais zéro au niveau du vin. Là. J'apprenais à découvrir. Ouais. Puis... Mais t'étais avec les bonnes personnes en même temps, c'est le fun. Ben, c'est ça, j'ai posé des questions techniques, puis j'ai appris à mieux apprécier ce qu'était un bon vin, puis tous les efforts qui étaient mis derrière la création. Comprendre comment c'est monté, puis comment ça se passe. Ouais. Et pourquoi une bouteille de vin peut valoir 30$. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre un vin à 15$, 30$, 150$? Oui. Puis le pourquoi de la chose, puis tout Exactement. Ça a fait que, après cette soirée-là, j'ai texté ma copine, j'ai dit, si je remplis un cellier, t'achètes-tu le cellier? Elle m'a dit, OK, ben tu connais ma copine, elle est française, fait que j'ai proposé d'acheter du vin, elle a fait oui. Elle dira pas non, c'est sûr. Elle a acheté le cellier, puis moi, j'ai dit, je te le remplis. Puis, elle l'a vraiment acheté? Oh oui, elle l'a acheté. Ah oui? J'ai dit, si tu l'achètes, je le remplis. Elle fait deal. Ça nous valait quasiment au même prix. Fait que, ouais, effectivement. Sauf que moi, c'était des consommables, puis pas elle. Ouais. Toi, faut que tu renouvelles à chaque fois. Son investissement, il est fait. C'est ça, non, mais ouais. C'est ça. Fait que juste cette découverte-là, puis ils m'ont fait apprécier, justement. Tu sais, j'ai ri bien avec les pubs, la SAQ sur l'espace cellier et tout. Puis, oui. Avec les vins un peu plus chers, mais maintenant, je les prends que là, puis je recherche des produits suite aux recommandations que, autant Olivier, Eric et j'ai oublié son nom. Julia. OK. Nous a fait, puis j'ai vraiment appris à découvrir que c'était un bon produit. C'est le fun justement d'apprendre ce genre de choses-là. C'est de pas juste faire une visite dans un vignoble, puis qu'ils te font juste 2-3 dégustations, puis ils te montrent les vignes, ils te montrent les cuves, puis tout ça. Quand tu es avec les gens, puis qu'ils prennent le temps de te l'expliquer, c'est vraiment, vraiment trippant. Tu comprends d'où viennent les saveurs, puis t'apprends à les découvrir. C'est Olivier fait hey, ça goûte, ça sent ça, c'est à cause que c'est tel cépage ou telle chose de telle caractéristique. Puis tu comprends plus. Puis veux pas, on est deux scientifiques, là. Fait que c'est juste comme, je veux comprendre la science derrière ce produit-là. Ouais. Le pire endroit où vous avez passé la nuit, est-ce que ça serait l'endroit où est-ce que il y avait le bar de danseuse, puis... Ouais, probablement. Probablement dans le road tour. Ouais, c'était la chambre la moins de qualité, là. Puis c'est pas passé grand-chose. Pour être franc, vous avez bien dormi, puis il n'y a pas eu de problème. On est un peu plate à ce niveau-là. On n'a pas de rien de croustillant parce qu'on a, comme je l'ai dit, on était chanceux. Le voyage a été numéro 1 à ce niveau-là. On a toujours trouvé ce qu'on cherchait. Fait que ça a bien été pour dormir. Surtout ce que tu me disais tantôt avec les recherches que vous faisiez. Vous arrivez dans un endroit où il y avait du Wi-Fi, vous cherchez un endroit pour coucher. Puis ça s'est bien passé. Puis quand tu dis que c'est l'hôtel qui a coûté le plus cher, comparativement aux autres, c'est vraiment beaucoup plus cher ou C'était $100 US. $100 canadiens, une fois converti. D'habitude, on s'en tirait avec 50 à $60 canadiens. Ah, OK. Comme le double, à peu près. Mais en fait, on parle de saison, mais en fait, c'était aussi proportionnel à plus tu étais au centre des États-Unis, moins il y avait de monde, moins c'était cher. Dès qu'on s'est rapproché de Seattle. Nos nuits les plus chères, c'est Seattle, Vancouver. Ouais, j'en doute pas. Chicago était pas si... Non, Chicago, ça n'a pas été cher. Bon, on l'a pris d'avance quand même. Mais mettons, on the fly, qu'on compare des pommes avec des pommes, la veille, mettons, pour chacun, ça a été Seattle, Vancouver, puis Missoula. Okay. Tout ce qui est plus proche des grandes civilisations, plus tu rentres à l'intérieur. Mais Chicago, vous l'aviez prévu d'avance, vous avez eu le temps de le magasiner, puis de voir les prix, puis tout ça. Ça a coûté 57, je pense. C'est vraiment pas cher pour une grande ville comme ça. Vous étiez quand même assez central à Chicago? Oui. En fait, c'est comme une auberge de jeunesse, puis on avait une chambre individuelle. Fait que, tu sais, on avait 2 lits dans une chambre. Fait que c'est pas trop difficile pour stationner à Chicago? Non, on a fait un petit tour dans le quartier. OK. Mais finalement, ça a super bien été, pas tellement loin de l'hôtel. Puis, super. L'autre question, c'est le moment où vous avez été le plus sur le party en voyage, ça doit être à Toronto. Ouais, premier soir à Toronto. Premier soir avec les microbrasseries. Yep. La tournée des bars. La tournée des bars. Le premier et le dernier. Le dernier soir aussi. Ouais. Avant ça. C'est vrai que ça compte encore dans le voyage, mais je te dirais que le samedi avant qu'on parte, la veille que je parte quand on a fait le souper d'au revoir. À Paddington, oui. Parce qu'en fait, Eric hébergeait aussi de ses amis qui faisaient du cherry picking. Fait que il y avait beaucoup de gens qui comme squattaient un peu chez eux, soit avec leur tante roulotte ou whatever. Puis ils voulaient faire un grand gathering avant qu'eux repartent pour une semaine de picking et la saison de picking. Fait qu'on était beaucoup, c'est pour ça qu'on était une dizaine de personnes. OK. Chez Eric. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs bouteilles de vin ce soir-là. Puis c'est une belle ambiance. Un de ses bons amis s'en allait. Fait qu'on a tout coté pour acheter une grosse bouteille que les gars voulaient boire depuis longtemps. Fait que ça a vraiment découlé. Puis là, nous, on était comme, tu nous héberges. Fait que on va coter à nous aussi. Oui. C'est normal. Ça a bien déroulé. Oui. La fois où vous avez eu le plus peur en voyage? On peut pas à part l'épisode du pneu, on n'a pas vraiment eu peur. Je pense que ce qu'on a eu le plus peur, c'est de manquer d'essence. Parce qu'on était comme, OK, on veut vraiment pas changer parce que dans le Dakota, on était comme, il n'y a pas beaucoup de civilisation. Il y avait beaucoup des pancartes, aucune station-service avant 150 km. Fait qu'on est comme,
Pas de jerrycan dans le Non, coffre. exactement. Pas de niaisage, OK, let's go. Fait qu'on s'organisait pour être... Non, on était un peu parano là-dessus. T'es comme, bah, il reste le corps. Bon, on fout le tout de suite. On prend de chance. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. On prenait pas de chance. Est-ce que vous écoutez de la musique pendant que vous étiez en voyage? Phil, t'es un DJ en Ouais. devenir, t'es un amateur de musique. Ben, à temps perdu, là, c'est un nouveau passe-temps. Ben, c'est un passe-temps du bac, en fait, puis Oui. qui s'est converti En sideline. En sideline cette année, alors que j'ai fait l'achat des tables, bref. Mais on n'a pas tant écouté l'électro, parce que vu que sur mon téléphone, j'avais toute la musique, mais de tous les genres possibles, quand tu faisais aléatoire, des fois, tu avais des mauvaises surprises. Ah, OK. Alors que Olivier avait téléchargé beaucoup de musique plus top radio, là, Oui, qui passe oui. partout, fait qu'il y avait moins de changements de genre puis de rythme. Puis, tu sais, quand tu passes avec du Infinite Mushroom à 8h le matin, je sais que t'es un fan de ça. Ça dit bonjour, tu sais, mettons. Oui, ça réveille. Fait qu'on a mis mon sel quelques fois, mais on avait trop de mauvaises surprises, puis par lâcheté, j'avais pas fait de playlist, là, j'étais comme, Ah, ça me ok, tente oui. pas. Fait que, Olivier a mis sa musique, puis sa musique était passe-partout. Ouais, on se c'était touche. Spotify. Ouais. Ben, c'est des styles un peu mélangés, mais moi, j'écoute un peu de tout, mais ça coulait bien. Fait que- OK. Ouais, on a écouté quelques petites parts d'électro. Mais pas une tune en particulier qui vous est revenue, là, puis aujourd'hui, on se part avec ça, là, puis... Notre dédicace à notre cher ami Edouard. Ah ouais. Voyons, j'ai oublié le nom de la chanson. C'est quoi, TikTok de Keisha, c'est ça? Non, c'est... Attends un peu. Non. Je vais prendre le temps de la chercher parce que c'est important. Ah oui? Parce qu'on a un de nos amis qui travaille à Inuvik. Tu googleras Inuvik, tu vas voir c'est genre dans Territoire le du nord. Nord. Oui, c'est Nuvik, ça, je sais voilà. c'est où, oui. Ben voilà. lui, Ben, il je sais pas, je sais où à peu près, là, mais... C'est un bon ami de l'université, puis Ok. tout ça, puis on niaisait Il beaucoup. travaille là-bas. Il travaille là-bas, puis ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, fait qu'on y a fait, on y a fait une petite dédicace en chantant cette chanson-là dans l'auto pendant un road trip, puis on y a envoyé. Vous y avez envoyé ça. Yeah, mais j'essaie de trouver la chanson. Mais c'est une chanson, c'est Pitbull et Keisha, là, je me souviens plus. C'est un... Ah, ça, c'est la vidéo que vous avez faite. C'est Olivier qui chantait. Collez sur le micro. Ça, c'est Timber de C'est Timber. Keisha, puis... Pitbull. Voilà. Fait que ça pourrait être la chanson du voyage. Ouais, si tu c'est veux. cool, ça. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est une dédicace à notre bon ami qui est bien loin, mais qu'on a eu des. On n'écoute pas tellement de pop, mais ça, c'était la tune pop. Ouais. Des fois, t'as pas le choix. Là. Tu te vides la tête, puis ça va bien pour le voyage. Surtout quand tu vas bien de la route. Puis en terminant pour la section du questionnaire, qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir visité pendant votre voyage, pendant que vous faisiez la route? Puis que pour voir quelque Chicago. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir passer plus de temps à Chicago, ou la journée s'il avait fait plus beau. Ça aurait Ouais. été le fun de pouvoir visiter un peu plus la ville, plus en profondeur. Moi, j'aurais bien aimé. chose. Ouais. Puis je reviens avec Yellowstone. C'est juste parce que ça marchait pas ou... Ben, avec les feedbacks que j'ai eus, je regrette pas tant que ça, Ouais. je te dirais. Peut-être qu'elle est en hors saison, vraiment, quand il y a moins de monde. Je te dirais que, overall, c'est juste le manque de temps. Ouais. Donc, tu sais, c'était une nuit par ville. Fait que Mhm. c'est pas nécessairement un endroit que je revisiterais, mais tu sais, j'aurais pu 2 jours par ville, puis Chicago, elle est dans la première ville. Ouais. Même Seattle, tu sais, j'ai une petite déception, mais si je passe une semaine, peut-être que Mhm. je pourrais me réconcilier avec l'image que j'avais, puis me dire, ah ben oui, finalement, il y a ça à découvrir, mais je suis juste pas tombé dans le bon coin, tu sais. Ouais. C'est dur de se faire une opinion sur une ville en Quelques une journée, heures. ouais, quelques heures, en fait, parce qu'on arrive en fin de journée, puis on repart le lendemain matin. Ouais, Donc, ouais. ça va vite. Puis est-ce que tu as préféré Seattle à Vancouver ou l'inverse? Ah, j'ai préféré Vancouver. T'as C'est préféré vraiment Vancouver? Chicago, Vancouver. Je mettrais Seattle après. Ben, j'exclus Penticton, là, qui était comme... Oui. Qui est Parce d'autres que- choses Parce que aussi. Là. là, j'ai passé quasiment 3 jours, 2 jours et demi. Là, on a pu voir un peu le Ouais, là, potentiel. t'avais vraiment plus de temps pour voir. Ouais. Puis de vivre des expériences aussi. Là. Olivier? Dans les villes, ouais, ça serait pas mal la même chose. Chicago, définitivement première. Vancouver, super intéressant. Même Missoula. Je Oui. mettrais Missoula quand même assez. Que je connais pas en tout. Que tu me sors ça aujourd'hui, là, puis que je suis comme, je vais faire des J'aurais recherches. pas connu non plus. Puis Ouais. ne pas avoir passé par là, j'aurais probablement jamais connu. Ouais, Mais, c'est ça. vu que c'est une belle ville étudiante en plein milieu de la montagne. C'est une belle avec découverte. belle Fait que- découverte. ouais, OK. Fait que dans le fond, le regret, c'est de ne pas avoir eu assez de temps à chaque endroit pour mieux découvrir. Ouais, je te dirais que c'est pas mal ça. Mais Ouais. tu sais, puis là, on parle des villes, mais on oublie Toronto parce que c'est comme je la compte quasiment pas dans mes choix parce que C'est trop proche? Ben, moi, je suis retourné Ah, avec, ok. passer 4 jours avec ma copine. Fait que c'est Toronto
j'ai eu le temps de réexpérimenter. Oui, Puis oui, vu oui, que c'est oui. accessible, je le considère pas dans les villes qui... Oui, c'est ça. C'est pas comme Ok. si... Parce il que, faut vraiment que tu fasses un effort pour y aller. Je l'ai là. pas mis dans mon top 3, mais Toronto est une très belle ville aussi. Ok. Je veux dire, mais ça reste proche de nous, puis Ouais. proche de ce qu'on connaît, en fait. Puis pourtant, moi, je suis jamais allé, tu vois, c'est pas... Ouais, mais cet été, c'était merveilleux. Nous, on a passé Ouais. un super beau temps. Ouais, cool. À Excellent. part le trafic, time-toi pour trouver une façon de pas conduire, parce que Toronto, là... Il y a du trafic. Oh my God. Ouais, ok. Je prends des notes. On va faire le blitz. Dans le fond, le blitz, c'est pas compliqué. Il faut juste... Tu as le choix entre une chose ou l'autre chose. Il faut juste que tu en choisisses une. Et là, je vais poser la question tour à tour. En commençant par Olivier, après ça à toi. Après ça, je vais continuer avec toi, Philippe, Olivier. Juste pour pas que tout le temps la même personne ait le temps de réfléchir à sa réponse. Puis on va essayer de répondre le plus rapidement possible. OK? Et je vais commencer avec Olivier. Hôtel 5 étoiles ou auberge de jeunesse? Auberge de jeunesse. Auberge de jeunesse. Philippe, voyage planifié préparé ou improvisé? Improvisé. Improvisé. Olivier, camping sauvage ou hôtel de luxe? Hôtel de luxe. Camping sauvage. Ah, c'est le fun. Philippe, bouffe de rue ou table d'hôte? Bouffe de rue. Bouffe de rue. Olivier, bouffe mexicaine ou indienne? Indienne. Mexicaine. Philippe, thé ou café? Café. Café, quelle sorte? Latte. Latte? Ouais, Parfait. on te l'a pas raconté, mais Oli, c'est 1 litre de café par jour, à chaque jour dans le voyage. Hein. Un litre de café? Ouais, Ah. pour conduire. Façon de parler, là. Ah, ok, Ouais, ok. C'est la jumbo tasse. T'es-tu comme premium member chez Starbucks ou Pas loin. là. pas loin? Centre-ville ou campagne? Campagne. Centre-ville. Centre-ville. Philippe, se lever tôt ou veiller tard? Veillez tard. Veiller tard. Veiller tard. Olivier, voyager seul ou en groupe? Seul. 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 On exclut les blondes, là. Merci, Nick. non, mais ce que je veux dire, c'est voyager seul. Oui, Voyager seul, j'avais c'est... compris. T'as Ouais, pas dit on a- duo, t'as dit groupe ou seul. Ouais, c'est ça. Tout inclus ou backpack? Backpack. Backpack. Philippe, le tour du monde pendant 1 an avec une tente et un sac à dos ou une année dans la même villa de rêve en Méditerranée? Oh, un tour du monde. Le tour du monde. Tour du monde. Tour du monde. Saut en parachute ou plongée sous-marine? Plongée sous-marine. Son parachute. Saut en parachute. Moto ou Westphalia? Westphalia. 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 Visiter un musée ou faire du shopping? Musée. Ouais, musée. 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 C'est très, très rare en passant. Les personnes qui ont dit shopping, il y a une personne qui a dit shopping, puis c'était vraiment un shopping particulier. C'était les shopping dans les marchés en Chine. Dans les marchés alimentaires en Chine. Shopping dans le marché de Seattle était spécial. Je t'aurais dit shopping à ce moment-là parce que t'avais de tout. T'avais des gars qui lançaient des poissons partout. T'avais des fleuristes qui étaient merveilleux. Je veux dire, Ouais. si tu dis shopping, je suis comme, ah non, je dirais pas shopping, mais ça peut se comprendre. Non, mais c'est ça, mais en fait, c'est la première image qui te vient en tête, puis c'est correct de répondre comme vous avez répondu. Verre de vin ou pinte de bière? Un verre de vin. Verre de vin. Verre de vin. Des amateurs de vin, hein, c'est pas compliqué. Coucher de soleil sur la plage ou au sommet d'une montagne? Sur la plage. Sommet de montagne. Sommet d'une montagne. On se loue une voiture ou on prend le bus ou le train? On se loue une voiture. Sur une voiture. On se loue une voiture. Et La Dans la- liberté. Hein? La liberté. la liberté. Ah, c'est la même chose pour moi. Dernière question. Gros déjeuner copieux ou café croissant? Gros déjeuner copieux. Café croissant. Excellent. Merci, merci Olivier. Merci Philippe d'avoir été présent pour le podcast. Sur ce podcast-là qui parlait d'un road trip à travers l'Amérique. C'est sûr que chaque expérience de chaque personne qui fait un road trip est différente. Il y en a qui font des road trips de différentes façons, mais la vôtre était vraiment intéressante. Puis je vous remercie d'avoir partagé ça avec moi et avec tous les auditeurs. Et Ça m'a fait plaisir. Ouais, c'était agréable de partager une expérience pour te donner le goût aux gens de se tenter. C'est toujours été un rêve pour moi. J'ai dit un jour je le ferai. puis ça avait vraiment pas l'air compliqué, là, de façon que vous en parlez. Là, c'est très Ben, simple de peut-être le fait qu'on est deux gars pas très compliqués non plus. Là, mais Ouais, vous cassez pas trop on a rendu notre voyage simple. Ouais, Puis je pense ouais. que c'était la clé de notre succès. Là. On se connaissait bien, puis on savait où est-ce qu'on s'en allait, puis on a juste comme laissé le flow, puis c'était simple comme ça. Excellent. Merci beaucoup à vous deux Ben, merci à toi. et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partout dans le monde podcast@gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez Partout dans le monde podcast. Post-scriptum à l'épisode. Petite erreur. Le parc dont parle Philippe après le mont Rushmore est le parc national de Yellowstone, et non pas Yellowknife. Les autres parcs nationaux célèbres dont je fais mention et qui se trouvent dans le Montana et le Wyoming sont Glacier National Park, Grand Teton National Park et Devil's Tower, avec le pic rocheux que l'on voit dans le film Rencontre du troisième type. Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Partout dans le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao!